Bienvenue à ce webinaire organisé par FSC France en partenariat avec, avec Comité 21 et les Écomères et avec le soutien du WWF. Achat public responsable du bois sous toutes ses formes, les collectivités locales peuvent agir pour la préservation des forêts. Point d'exclamation. Merci d'être venus nombreux, puisque vous êtes déjà 58 à être présents. Je suis Aurélien Sautière, le directeur de FSC France. Mon rôle, ça va être d'animer les discussions que vous allez entendre aujourd'hui pendant 2 heures. Et puis, ça va être le rôle un peu ingrat aussi de compter le temps, donc d'être très embêtant pour nos intervenants ici présents, en leur demandant de respecter le temps, ce qui n'est jamais évident, surtout que le temps proposé est très court. Donc ça, je serai extrêmement vigilant. Enfin, en tout cas, j'essaierai. On va commencer avec une intervention de Jonathan Langlais, que je présenterai tout à l'heure, qui va nous permettre de poser le débat, les discussions sur ce sujet de la question des achats de bois responsable. Et puis, nous allons rentrer dans une discussion, un débat avec les intervenants que je vous présenterai également avant la table ronde. Tout de suite, la parole à notre présidente d'FSC France, Carole Fonta, qui est avec nous. Je t'en prie, Carole, à toi. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Merci à l'équipe pour l'organisation, aux intervenants. Et puis, merci à vous tous de vous être connectés. Alors, quelques mots d'introduction peut-être déjà sur FSC. FSC, c'est un label de gestion responsable des forêts qui est gouverné par ses membres, donc des ONG et des associations environnementales, des entreprises de la filière bois, des syndicats de travailleurs et des représentants des peuples autochtones. Et c'est ce qui fait ses forces et spécificités. Alors, notre label, en fait, il définit des normes de gestion forestière responsable que les forestiers qui sont certifiés doivent appliquer. Et il permet aussi d'assurer une traçabilité des forêts jusqu'au consommateur final, comme par exemple les collectivités locales. Alors, sur quoi travaille-t-on au sein des FSC ? En France, on révise actuellement notre référentiel de gestion forestière avec l'ensemble des acteurs concernés et avec 3 finalités. La première, c'est de l'adapter aux enjeux et aux réalités du changement climatique. La seconde, c'est d'intégrer les demandes des citoyens pour une meilleure préservation des valeurs environnementales et sociales des forêts. Et enfin, la troisième, c'est d'en faciliter l'application par l'ensemble des gestionnaires forestiers afin qu'ils soient toujours plus nombreux à nous rejoindre. À ce jour, notre association travaille aussi et surtout beaucoup à destination des entreprises privées en demandant des produits certifiés. Celles-ci permettent en effet d'orienter les marchés vers des pratiques respectueuses et augmentent ainsi le nombre de forêts certifiées. Alors, quel est le rôle, puisqu'on va parler des collectivités locales aujourd'hui, quel est le rôle des collectivités locales dans cet écosystème d'acteurs ? Aujourd'hui, les collectivités locales, elles concentrent leurs actions essentiellement sur les forêts qui sont présentes sur leur territoire. Or, elles pourraient faire beaucoup plus que ça et jouer un rôle central pour préserver les forêts dans le cadre des politiques d'achat responsables. Il s'agit pour nous, du coup, de les sensibiliser, d'en prendre conscience, pour qu'elles en prennent conscience et de leur proposer des pistes d'action concrètes. Alors, c'est l'objet de ce webinaire d'aujourd'hui qui va viser à explorer des premières pistes de réflexion sur ce sujet afin, nous souhaitons, de créer une prise de conscience et un mouvement collectif avec les ONG et avec l'ensemble des acteurs de la filière. Il y a une phrase que j'aime bien citer parce que je trouve qu'elle est, elle est assez claire, c'est qu'on va plus vite tout seul, mais on va beaucoup plus loin ensemble. Alors, on a 3 enjeux principaux. D'une part, c'est comment faire pour que les collectivités utilisent plus de bois local. D'autre part, comment faire pour qu'elles utilisent plus de bois responsable issu de forêts gérées d'ici ou d'ailleurs. Et puis tout cela, en fait, avec les limites qui sont imposées par le cadre du droit des marchés publics. Voilà. Donc, voilà pour le positionnement de ce webinaire avec ces quelques mots introductifs. Je voulais juste remercier le WWF pour leur soutien et le Comité 21 et les Écomères avec qui on organise aussi ce webinaire en partenariat. Et il me reste à vous souhaiter un excellent webinaire qui, j'en suis sûre, sera riche en échanges. Voilà. Je ne pourrai pas rester malheureusement de mon côté sur l'ensemble de la réunion, mais je vais essayer de rester le plus possible avec vous. Un grand merci pour cette excellente introduction, chère présidente. On va pouvoir démarrer maintenant donc, dans le vif du sujet avec une première prise de parole
avec présentation. Alors, je vais indiquer aux autres intervenants que c'est la seule présentation qu'on aura parce que j'avais interdit les PowerPoint, sauf à Jonathan, qui du coup va pouvoir nous présenter pendant 15 minutes son travail. Alors, Jonathan, peut-être que du coup, tu peux te présenter toi directement comme tu as 15 minutes pour qu'on se repère sur qui tu es et que tu puisses nous présenter donc, tes réflexions sur ce sujet-là. À toi, je t'en prie. Très bien. Merci Aurélien pour l'introduction et merci à FSC pour l'invitation également. Donc, je vais vous partager ça tout de suite. Donc, ça devrait être bon. C'est bon pour vous? C'est tout bon, merci. Parfait. Alors, j'en profite pour dire 2 mots. Effectivement, moi, je m'appelle Jonathan Langlais, je suis chercheur à AgroParisTech au sein de l'UMR Silva. Et je travaille notamment sur des questions de développement territorial et de développement forestier en lien avec la filière forêt-bois. Et à ce titre, j'ai pu notamment travailler en bonne partie avec les collectivités. Et je pense que c'était la raison de la sollicitation initiale aussi. Alors, pour continuer à introduire, et surtout pour ne pas répondre aux questions qui viennent d'être posées par Carole Fonta, je vais plutôt essayer de poser un certain nombre d'enjeux pour essayer de brosser un petit peu le portrait des grandes tendances et des questions que soulèvent finalement les questions qui ont été abordées dans le webinaire, en tout cas dans la manière dont il était présenté. Alors, je vous propose de commencer directement par quelques enjeux très généraux et desquels vous êtes certainement familiers, sur le fait notamment que la forêt et la filière forêt-bois sont actuellement en pleine mutation, en phase de changement assez profond. Et ça, c'est dû notamment à la grande incertitude qui pèse sur ce système, notamment liée au changement climatique et à ses conséquences, mais aussi aux conditions sanitaires, par exemple, qu'on peut avoir en forêt qui mettent un petit peu en cause la pérennité de ce système, à la fois de l'écosystème, mais aussi des activités de la transformation, donc du système de production. À ça, il faut ajouter une complexité encore accrue, du fait bien sûr du décalage temporel qui peut exister entre la nécessité de prendre des actions rapidement et de manière très, très volontariste, et la nécessité quand même de se projeter sur le temps long, notamment quand on pense au renouvellement des forêts ou à la gestion sur le long terme. À côté de ça, on peut quand même ajouter un certain nombre d'opportunités qui se présentent pour la forêt, pour l'utilisation du bois, notamment parce que la forêt est souvent mise sur le devant de la scène pour l'adaptation ou la mitigation du changement climatique, par exemple, mais aussi parce qu'avec l'émergence de la bioéconomie ou de l'économie circulaire, on a une place de plus importante qui est potentiellement accordée au bois et dans lequel la filière bois pourrait avoir une carte à jouer. Tout ça va se traduire par une émergence d'initiatives relativement nombreuses, soit au niveau européen, au niveau national, mais aussi au niveau territorial. Et c'est un petit peu ce portrait-là qu'on va essayer de brosser ensemble. Alors, en plus de ces caractéristiques très forestières, il y a aussi des enjeux de relocalisation et de développement territorial qui sont au cœur de ces questionnements, avec notamment la redéfinition depuis plusieurs décennies du cadre d'intervention qui est celui des collectivités, avec une perte de compétences et de moyens de la part de l'État, plutôt au profit des collectivités territoriales et notamment des régions. C'est ce qui a montré et c'est ce qui a confirmé les récentes réformes territoriales de 2015 ou de 2021, par exemple. Mais au-delà de ça, ça pose aussi un certain nombre de questions, notamment démocratiques, sur la volonté de se réapproprier les leviers du développement et de s'autonomiser un peu par rapport à des logiques un petit peu plus macro, et donc de relocaliser un certain nombre de leviers d'action pour les emplois, pour les services publics, mais aussi pour la gestion de l'environnement. Et ça met bien sûr les collectivités au centre de la réflexion. Alors, pour rebrosser un petit peu le portrait des collectivités forestières en France, même si on est bien d'accord, on ne s'intéresse pas uniquement aux collectivités forestières ici, mais à toutes les collectivités potentiellement acheteuses, utilisatrices de bois. En France, les collectivités forestières, c'est près de 3 millions d'hectares forestiers, c'est-à-dire plus de 15% de la surface de la forêt française, qui vont permettre de récolter chaque année 8 millions de mètres cubes. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près 4 fois la récolte totale annuelle du département des Vosges. Alors, ces communes, elles sont principalement centrées sur l'est de la France, mais on va retrouver des forêts communales un petit peu partout. Et ça n'enlève pas que la question des achats et de la construction bois, elle, est par contre bien présente sur l'ensemble du territoire. Alors, pourquoi ces collectivités, notamment forestières, elles sont vraiment au centre de la démarche? Parce qu'elles jouent un rôle complexe et multiple, notamment parce qu'elles sont propriétaires de ces forêts et de milieux naturels, et qu'en ce sens, elles vont être décisionnaires de ce qui va s'y passer, en association avec les établissements publics qui vont assurer la gestion. Elles sont aussi garantes de la multifonctionnalité et donc des différents usages qu'on va retrouver dans ces espaces naturels. Elles sont bien sûr vendeuses de bois. Donc, cette vente de bois va contribuer pour partie, principalement aux communes rurales, au budget et au fonctionnement de la commune, mais elles sont aussi utilisatrices, et là, ce n'est pas forcément les mêmes communes. Et enfin, elles sont forcément garantes de l'équilibre économique, social du territoire, et donc du développement de ce territoire dans son ensemble. Et alors, le webinaire pose la question
du secteur de la construction en particulier. Alors, pourquoi la construction? C'est un secteur qui est là aussi sur le devant de la scène récemment, notamment parce qu'il est encouragé. L'utilisation du bois est encouragée par les politiques publiques, notamment avec la réglementation environnementale 2020 qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, mais aussi parce qu'un certain nombre d'aspects de propriété du bois sont remis en avant, notamment sur le fait qu'il s'agisse d'un matériau renouvelable qui permette de stocker du carbone, qui soit performant d'un point de vue énergétique, mais aussi technique pour la mise en œuvre, et qui soit très adapté dans des conditions un petit peu particulières, notamment en contexte urbain, pour des extensions ou des surélévations, par exemple. Et alors, il est attendu que dans les années qui viennent, la part du chiffre d'affaires du secteur de la construction bois augmente de manière assez significative. Et comme ça a été montré dans une enquête de la FNB de 2020, il est également avéré qu'un certain nombre de clients, de plus en plus nombreux, exigent désormais d'avoir un petit peu plus un droit de regard sur l'origine de ces bois, et notamment sur le fait de pouvoir justifier que ce bois soit issu de forêts françaises. Alors, ça pose un certain nombre de questions, parce que si on développe la part du bois dans le bâtiment, un des effets induits qui risque de se produire également, c'est l'augmentation des importations. Et ça pose un vrai problème de fuite de valeur ajoutée et finalement pour relocaliser aussi ces leviers d'action dont on parlait. Alors, face à ça, et toujours dans cette idée de relocaliser, de se redonner les moyens d'agir au niveau local, différents organismes, comme par exemple la Fédération française des communes forestières ou certains interprofessions pour forêt-bois, se sont intéressés à la question d'essayer de quantifier, d'évaluer un petit peu les retombées positives sur le territoire que pourrait avoir l'utilisation de bois local. Donc, des outils ont été mis en place, par exemple l'indice que je vous mets sur la droite ou le calculateur des analyses de retombées territoriales de la FN-COFOR, qui permettent de quantifier un petit peu en matière d'emploi, de revenus pour le territoire ou d'impact environnemental, les conséquences que peut avoir l'utilisation du bois local en lieu et place de bois d'origine inconnue ou plus lointaine. Donc, un secteur de la construction en plein essor, une part du bois qui va augmenter, des retombées potentiellement positives pour les territoires, mais tout ça n'en fait pas forcément une question facile, même s'il a fait de la question des achats bois une question vraiment centrale pour les collectivités. Il va notamment s'agir de se poser un certain nombre de questions, comme le fait de savoir comment s'assurer, garantir l'origine des bois que l'on souhaite utiliser pour sa collectivité, comment mettre en place des circuits courts ou des circuits de proximité, quelles garanties environnementales peut-on avoir et quelles garanties techniques aussi peut-on avoir sur le matériau. Alors, pour les collectivités, effectivement, la commande publique peut être un levier très puissant de développement à la fois territorial, mais également pour la filière forêt-bois, même si c'est moins souvent souligné. Le problème, c'est qu'elle se heurte à un certain nombre d'obstacles, et notamment un obstacle bien connu et dont vous êtes certainement familier, qui est le Code des marchés publics, qui spécifie notamment dans son article 6 que des spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou d'un procédé de fabrication particulier, ou, et surtout, d'une provenance ou d'une origine déterminée. C'est-à-dire qu'en tant que collectivité, il n'est pas possible de spécifier que vous souhaitez que l'origine des bois soit celle de la commune ou de la commune voisine, ou même du territoire ou du département. Face à ça, il y a un certain nombre d'organisations qui se sont mobilisées, notamment des unions régionales des communes forestières ou des interprofessions, là aussi, pour essayer de proposer un certain nombre d'outils pour pouvoir proposer un accompagnement aux collectivités qui souhaiteraient tout de même développer l'utilisation du bois local. Donc, parmi les expérimentations qui ont eu lieu, il y avait la proposition de mettre à disposition la matière première, c'est-à-dire que le détenteur de la ressource, en l'occurrence la commune, mais ça peut aussi être un propriétaire privé, met à disposition du constructeur la matière première. Ça, c'est possible, ça a été fait, mais ça pose des questions comme par exemple sur les garanties décennales dans le bâtiment, qui est une question très difficile à dépasser et sur laquelle souvent les constructeurs ne souhaitent pas s'engager, certainement à juste titre. Il y a aussi la proposition de réaliser des marchés à corps d'État séparés, c'est-à-dire de saucissonner, de séparer finalement les appels d'offres pour pouvoir y répondre de manière un petit peu plus individuelle en traitant avec les entreprises en pouvant, pas orienter, mais mieux répartir finalement la charge des responsabilités dans les marchés publics. Et enfin, une autre possibilité qui est celle d'utiliser ou de faire appel à des produits certifiés, par exemple à des marques que l'on va pouvoir spécifier dans l'appel d'offres sous réserve d'indiquer ou équivalent. Alors justement, sur cette question des marques et des labels, pas facile d'y voir clair, étant donné le nombre de marques et de labels qui se sont développés ces dernières années. Et parfois, pas évident de faire la part des choses entre ce qui justifie du local, du durable ou du traçable. Alors, je vous ai remis quelques exemples ici, dont vous connaissez probablement un certain nombre. FSC et PEFC,
raison pour laquelle nous sommes ici aussi aujourd'hui, qui garantissent une certification de gestion durable, très tournée vers l'amont et la gestion forestière. Des marques de sillage, par exemple, qui vont justifier d'autres caractéristiques, mais plutôt techniques sur le produit fini. Des marques territoriales, qui sont des marques collectives de certification, qui ont été portées par les communes forestières, par exemple Bois des Alpes, Bois des Territoires du Massif Central ou Bois des Pyrénées. Depuis 2018, nous avons aussi des AOC, Bois du Jura et de Chartreuse, et d'autres initiatives de labellisation ou de référentiel comme Bois de France à l'échelle nationale. Alors, pour vous donner quelques éléments comparatifs, et même si tout ça est bien sûr discutable, ça nous permet de voir qu'en matière de gestion forestière et de garantie de gestion durable, tous ces labels ne sont pas équivalents, puisque certains sont focalisés sur cette question, par exemple FSC, PEFC. D'autres le sont moins, mais l'indiquent ou le prennent en compte indirectement, par exemple, dans le cas de Bois des Alpes, en spécifiant qu'il faut que le bois soit lui aussi certifié gestion durable pour bénéficier de ce marquage. Et par contre, ils sont très différents sur la question de la provenance exacte que permet de certifier ce label, avec des labels de gestion durable comme FSC, PEFC qui ne garantissent pas du tout une provenance déterminée pour le produit, à l'inverse de marques territoriales comme par exemple le Bois des Alpes qui va garantir une traçabilité très précise depuis la parcelle jusqu'à la mise en œuvre du produit bois, en l'occurrence dans le bâtiment. Donc pas évident de s'y retrouver, mais en tout cas différents outils qui ont différentes ambitions, différents objectifs et qui garantissent différents critères en bout de chaîne. Et si on voulait résumer finalement les 5 critères qui permettent, à mon sens, de favoriser l'utilisation du bois local et durable dans la construction pour les collectivités, ce serait certainement de maximiser d'une part le volume de bois dans les projets, donc au niveau de la phase de conception, privilégier l'origine des bois locaux et des entreprises locales, donc ça c'est réalisable notamment à travers la mobilisation d'un certain nombre de labels qui sont cités au-dessus, développer des solutions techniques pour les produits bois locaux. Là, par exemple, on s'intéresse typiquement à la question du feuillu dans le bâtiment, type d'essence qui est très peu utilisé, mais sur lesquels les collectivités se sont montrées aussi un petit peu à l'avant-garde ou à la pointe, en développant, par exemple, avec des instituts techniques, des solutions technologiques pour permettre l'utilisation du hêtre, par exemple, en construction. Et enfin, et bien sûr, encourager la gestion durable des forêts. Là aussi, c'est quelque chose qui peut être fait grâce à l'utilisation d'un certain nombre de labels, notamment ceux de la certification de gestion durable qu'on a cité précédemment. Alors finalement, pourquoi ces collectivités sont en quelque sorte à l'avant-garde sur ces questions d'utilisation et d'achat responsable, notamment dans le cas des produits bois? J'y vois 2 raisons principales. C'est qu'elles peuvent servir de lieu d'expérimentation et qu'elles peuvent servir de puissants leviers de démonstration ou agir comme des vitrines finalement, au regard de tous. Alors, ce qu'on appelle des projets de démonstration, ce sont typiquement les bâtiments que vous avez sur la droite, qui sont des bâtiments réalisés en bois feuillu local et qui vont servir à travers leur médiatisation finalement de preuves qui vont mettre en visibilité le fait qu'il est possible à la fois de produire et de consommer différemment, donc qui vont vraiment faire l'objet d'expériences et qui vont servir de preuve à la fois de faisabilité technique ou technologique, organisationnelle, c'est-à-dire d'organisation entre les différents acteurs qui vont intervenir du début à la fin de la chaîne, mais aussi financière ou autre. Ce que permettent ces projets, c'est aussi finalement une montée en compétences collectives, ce qui est toujours intéressant pour une collectivité. Et des projets comme ceux que vous avez sur la droite, ou un certain nombre de marques et de labels qu'on a cités précédemment, même si leurs retombées sont assez difficilement quantifiables sur le terrain, ça va être d'instituer du collectif, c'est-à-dire de mettre autour de la table des acteurs qui jusque-là n'étaient pas forcément partie prenante sur les mêmes questions, n'étaient pas forcément amenés à se rencontrer, à se parler. C'est par exemple le cas entre les transformateurs, les collectivités, les forestiers, les architectes. Mais c'est ce que permettent ces projets aussi. Et le fait de pouvoir initier ce dialogue au niveau territorial est aussi une réelle plus-value pour la suite. Et enfin, je voulais aussi insister sur le fait que les territoires sont interconnectés, qu'il ne faut pas les appréhender comme des vases clos ou des compartiments fermés, notamment parce qu'il y a une dissymétrie entre les territoires qui sont détenteurs de la ressource, les producteurs, et les territoires consommateurs, notamment les grandes métropoles ou les territoires urbains. Et il y a différentes initiatives qui ont été initiées en ce sens. J'en prends un exemple parmi d'autres, celui des contrats de réciprocité ville-campagne, dont un contrat de réciprocité qui avait été signé et qui est toujours actif entre une communauté de communes du Haut-Languedoc et la métropole de Montpellier. Alors pour terminer, je voulais simplement vous partager quelques points d'attention qui sont plutôt des questions que je laisse à la discussion pour la table ronde ou pour votre réflexion personnelle. La première, c'est la définition a priori malaisée du local. Et vous avez bien vu que je me suis gardé de définir ce que c'est que le local.
Je vais pour ça citer une phrase de Bernard Pecker que j'aime beaucoup, qui nous dit que le local est finalement une entité qui est plus petite, qui est plus grand que soi-même. Finalement, est local tout ce qui peut être défini comme local par quelqu'un qui a intérêt à le définir comme tel. Donc, je vous laisse à votre propre définition et je vous laisse comparer les différentes définitions du local qui peuvent exister, qui sont souvent très différentes. Et aussi la responsabilité des communes et des collectivités pour endosser finalement les retombées positives des succès que peuvent avoir ces projets d'achat local de bois responsable, mais également des échecs. Et attention à ce niveau-là au contre-exemple, puisque dans le cas du bois et de la construction bois, au cours des dernières décennies, on a eu un certain nombre de contre-exemples qui n'allaient pas dans le sens de faire une publicité, en tout cas l'utilisation de cette matière. On a aussi la question de créer du lien et de la circulation entre les territoires pour justement éviter cette dichotomie urbain-rural, et plutôt bien considérer que les enjeux qui sont traités localement sont aussi des enjeux globaux. Et enfin, pour terminer, on a des opportunités pour initier un vrai travail sur les ressources locales, notamment sur la valorisation du feuillu, qui est encore insuffisamment dans le secteur du bâtiment. Et enfin, une incitation finalement à inclure le bois et la forêt plus largement dans une politique de développement territorial intégré, puisque nous l'avons vu, que ce soit au niveau forestier, au niveau de la mise en œuvre ou des achats, tout au long de la chaîne, cette filière peut complètement s'intégrer dans des démarches de développement territorial. Donc, je vous laisse maintenant à la table ronde pour traiter ensemble ces questions et j'espère avoir apporté quelques éléments d'ouverture qui vous seront utiles par la suite. Merci en tout cas pour l'invitation. Un grand merci, Jonathan, pour cette présentation excellente. Je vais remettre quand même la caméra, pardon pour ça. Donc, je disais merci pour cette présentation excellente qui pose les débats. Peut-être, comme on a un petit peu d'avance, je prends 2 minutes éventuellement pour compléter et savoir si tu as une expertise là-dessus. Sur la question du bois, alors d'ailleurs, il y a une question dans le chat sur Bois de France à laquelle on répondra peut-être à la fin. Nous, ce n'est pas notre domaine, donc à voir si on pourra y répondre. Sur la question du bois local, bois de France, le résultat dans les bâtiments de bois français, est-ce qu'on a le chiffre précis de ce qu'on a dans ces bâtiments français? Je te fais une question piège. Oh, c'est pas un piège. Alors, je ne l'ai pas dit, puis on en avait discuté en amont. Effectivement, le problème, c'est qu'on n'a pas de chiffre absolument exact et que selon la source qu'on va consulter, on va avoir des chiffres un petit peu différents qui vont de 20 à 30% jusqu'à 50 à 60%. Donc, ce que ça dit surtout, je pense, c'est qu'on a beaucoup de mal à juger et évaluer la traçabilité, ou en tout cas le niveau de contrôle qu'on a actuellement, et qu'il y a de toute façon une marge de progression importante, que ce soit pour la connaissance objective de ces flux ou pour l'amélioration, finalement, la reterritorialisation de ces flux, pardon. Et que, en tout cas, tant qu'on n'a pas de données objectives, il y a certainement un travail à faire dessus. J'avais entendu 30 à 50%, effectivement. Donc, sur une fourchette assez large, effectivement, où peut-être qu'on confond d'ailleurs les objectifs avec ce qui est la réalité en fait dans nos bâtiments en France. En tout cas, cette question pose à la fois la question du local, et je crois d'ailleurs qu'on va avoir aussi cette question-là dans le débat, de qu'est-ce qu'on fait des produits qui peuvent venir d'ailleurs, parce qu'il semblerait qu'une réalité soit aussi que les produits bois puissent venir d'ailleurs que le local, parce qu'on n'a pas forcément l'industrie, ou alors l'industrie locale peut combiner aussi des bois locaux et des bois venus d'ailleurs. C'est peut-être pas si simple que local, pas local. Et donc ça, je pense que ça va être aussi un élément de la discussion, qu'on n'oublie pas ce pan-là, qui est le pan de la réalité du marché, qui fait qu'on n'a pas toujours malheureusement la possibilité d'avoir du local. Donc comment on fait aussi sur ce sujet-là, en plus du besoin, je pense, d'avancer sur, comme tu le disais, sur la nécessité de créer des filières et de développer ces filières au niveau local grâce à la demande notamment des collectivités locales. Et c'est l'objet de ce séminaire. Un grand merci pour ça, Jonathan. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on commence notre table ronde après cette introduction, cette excellente introduction, je confirme, des enjeux par Jonathan. Je vais vous présenter donc les intervenants qui vont débattre dans une séquence en 3 temps que je vais vous présenter au fur et à mesure de cette table ronde. Je vais commencer par les dames avec Bettina Laville, qui est présidente du comité 21, qui est arrivée, je crois. Bettina, tu es bien là? Je confirme, tu es là. Ton micro est coupé, mais tu pourras le rallumer. Maud. Normalement, il est bon.
Merci Bettina. Ravi d'être avec vous. Maud Lelièvre, qui est aussi avec nous. Donc, Maud, tu es directrice générale des Écomères et c'est à ce titre que tu interviens, mais je crois qu'on peut aussi dire quand même que tu es présidente de l'Union internationale de la conservation de la nature. Et j'ai cru comprendre, puisque j'étais aussi à Marseille, que tu as été élue au conseil d'administration, c'est bien ça, de l'UICN international. Donc, enfin, on a un représentant français au conseil d'administration de l'UICN. À nouveau, un représentant. On a eu un peu une chaise Voilà. de vide pendant quelques années. Merci pour ça. Tu porteras les couleurs de nos enjeux, j'espère, dans les années qui viennent. Et un grand bravo surtout. Marie Attino, qui est vice-présidente de Rouen-Normandie, en charge des transitions et innovations écologiques et des déchets de la métropole. Est-ce que j'ai bien exprimé vos fonctions, Madame Attino? Oui, la métropole Rouen-Normandie. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Bonjour. Madame Cruy-Peninck, je crois que j'ai bien prononcé votre nom cette fois. Vous êtes adjoint au maire de la ville d'Angers, qu'on peut voir derrière vous, ville que j'ai connue pendant un an, qui est une ville magnifique, et ce château impressionnant qui est derrière vous est absolument magnifique. Donc, vous êtes adjointe au maire en charge de l'environnement. Je crois que c'était plus complet. Je vous invite à dire votre l'environnement et la nature en ville. Merci. Allez-y, je vous en prie. Et également vice-présidente du RESECO, le réseau des acheteurs publics du Grand Ouest. Exactement. Et c'est à ce titre-là, d'ailleurs, que vous intervenez au titre du RESECO. Merci pour ça. Tout à fait. Pierre Canet, qui est directeur du plaidoyer de WWF. Pierre, si tu peux lever la main ou dire un mot comme ça entre pairs. Voilà. Bonjour. Je n'ai pas de fond forestier derrière moi, mais je suis au WWF et la nature et la forêt sont au cœur de notre action. Vous pouvez donc compter là-dessus. Il y a du bois. Voilà, il y a du bois, oui, très juste. Jacques Charon, vous êtes maire de Watteville-la-Rue, président de l'Union régionale des communes forestières de Normandie, la FNCOFOR. Et puis, on peut aussi dire que vous avez des fonctions à la Fédération nationale des parcs naturels régionaux. Vous en dites deux mots? Alors oui, je vais me permettre de remettre tout ça dans l'ordre. Watteville-la-Rue, petite commune en bord de Seine située entre la métropole Rouen-Normandie, dont nous parlions il y a quelques instants, et la communauté urbaine du Havre. Président de l'Union régionale des collectivités forestières de Normandie. C'est notre spécificité, membre du réseau des COFOR que les forestiers connaissent. On a choisi collectivité pour intégrer justement les intercommunalités, dont la métropole de Rouen. Membre du bureau de la FNCOFOR, et c'est à ce titre que je suis avec vous cet après-midi. Par contre, depuis un an, également président du parc naturel régional des Boucles de la Seine normande. Tout ça est très normand et c'est nos marins. Et également membre du bureau de la Fédération des parcs naturels. Vous êtes beaucoup plus complet que moi. Et merci pour ça. Je vous propose qu'on démarre donc du coup cette table ronde avec un premier temps qui va être un temps de compréhension des enjeux. J'avais nommé, pour tout vous dire, auprès des intervenants quand on a préparé les choses, ce premier temps de la table ronde, pourquoi les collectivités locales jouent un rôle important pour préserver les forêts grâce à leurs achats responsables. Donc, on est plutôt dans une logique là, dans ce premier temps de constat, et j'aimerais bien que Pierre, si tu en es d'accord, que tu démarres un petit peu ce sujet en nous parlant, si j'ai bien compris, de l'importance des forêts. Je crois que c'est quelque chose d'important pour vous, au-delà de la biodiversité. Je t'en prie, comment tu réagis à ça? Pour le WWF, bien sûr, au cœur de notre action, par rapport à l'empreinte et la capacité aussi de la Terre à pouvoir faire face justement à nos prélèvements. C'est le cas chaque année du jour de dépassement que l'on marque et qui montre bien justement le fait que notre consommation soit complètement déréglée par rapport à la capacité de la nature de nous fournir ses services. Et sur le bois, et vis-à-vis de la forêt, c'est quelque chose de central, avec du coup une fonction essentielle jouée par cette nature vis-à-vis de la biodiversité et de l'humanité. D'abord vis-à-vis des puits de carbone, donc peut-être des chiffres là, à rappeler aussi par rapport à la responsabilité des collectivités sur le fait que 40% du carbone terrestre est stocké dans la végétation et les sols des forêts. On a de plus en termes de biodiversité, vous en parliez Aurélien, le fait que 80% des espèces d'amphibiens, 75% des espèces d'oiseaux
68% des espèces de mammifères sont abritées, vivent vis-à-vis de cette biodiversité dans des terres émergées de la planète, et donc le besoin pour cette forêt et ces habitats d'être protégés. Or, par rapport à ce constat, on a une perte de forêt malheureusement historique, avec des raisons de déclin de la biodiversité et donc des chutes qui sont mesurées par le WWF chaque année. Alors face à cet impact, à ce constat, il y a l'obligation pour nous, WWF, de véritablement proposer des choses, des solutions, s'assurer que pour les collectivités, par exemple, on arrive à ce qu'on appelle des territoires vivants. C'est une publication d'il y a 2 ans sur 9 clés pour faire face à l'urgence écologique, et s'assurer, dans le cadre de ce territoire vivant, d'intégrer la forêt avec des solutions en termes de consommation, d'impact, de responsabilité des collectivités locales, et vis-à-vis de cette responsabilité, de bien avoir en tête la genèse, c'est-à-dire qu'on part du proche et on va vers le lointain, et de toujours avoir ces réflexes proches, lointains. Quelle est ma responsabilité locale et quelle est ma responsabilité délocalisée? Quel est l'impact local de mes actions et quel est l'impact lointain? Et donc, on le comprend bien, et des exemples ont pu être donnés sur justement ces prélèvements sur la forêt et ce rôle de préservation, de restauration qui peut s'opérer au niveau local et qui doit se penser aussi à l'autre bout de la planète, avec des bassins forestiers sous pression et dont on a vraiment besoin pour l'avenir de la planète et de l'humanité. Face à cette responsabilité et les solutions qui sont importantes à faire émerger, il y a pour le WWF prendre le pouls de l'implication des collectivités, donc plusieurs baromètres que l'on a pu publier, un baromètre sur le bois il y a quelques années, 2015, et puis un baromètre sur le papier qu'on actualise régulièrement tous les 3 ans. Le dernier date de 2018, PAP 50, et qui peut aussi guider, alimenter l'action des collectivités locales. PAP 50, vous avez les liens partagés par Lisa en parallèle dans le chat. Pour le WWF, c'est donc, pour rebondir sur les propos de Madame Fonta, de se dire que maintenant, c'est même comment on peut aller plus vite et plus loin ensemble. C'est vraiment au-delà d'y aller ensemble, il va falloir aller et accélérer fortement. Dans un contexte où les collectivités, cette responsabilité, j'aimerais la chiffrer aussi, 16% des forêts appartiennent aux collectivités locales. On a, vis-à-vis de la commande publique, 10% du PIB de la France qui dépend de cette commande, donc un levier essentiel. Et puis, on avait pu aussi, WWF, chiffrer l'impact des villes sur les émissions de gaz à effet de serre, avec plus des 2/3 portés par les villes. Et donc, je vois ici des représentants de Paris, de métropole. On a, vis-à-vis de ces territoires, un levier considérable. Donc, pour nous, il y a cet enjeu de la responsabilité des collectivités, et puis il y a des attentes par rapport aux citoyens, aux administrés, aux usagers. Et donc, comment les politiques publiques de collectivités locales peuvent répondre à ces attentes? Un sondage de l'ONF de février dernier était assez clair là-dessus. 75% des personnes interrogées dans le cadre de cette enquête se disaient préoccupées par la question des forêts en France. Donc, une vraie attente citoyenne que l'on a aussi retrouvée dans la Convention citoyenne pour le climat, ou même encore notre campagne Together for Forest, qui a pu collecter plus d'1 million de signataires, puisque nous attendons et nous poussons pour une législation européenne contre la déforestation dans son ensemble, pas simplement la déforestation importée, la plus robuste possible, et qui rejoint aussi des enjeux de traçabilité, de redevabilité, de due diligence, d'évaluation, de certification, etc., et qui sera traité ces prochaines semaines au niveau européen et lors de la présidence française de l'Union européenne. Vis-à-vis de la responsabilité ici et là-bas, du local et du lointain, il va falloir aussi se dire qu'il y a des pressions loin dans les bassins forestiers, avec l'enjeu d'aller vers une commande publique qui soit améliorée en termes de durabilité, mais il y a aussi au niveau français de se dire, dans un contexte où on parle beaucoup de relocalisation, la crise Covid a remis aussi au centre du débat les questions de circuits courts, de cette proximité dont on a besoin, et peut-être un biais, celui de penser que consommer local est forcément durable. Et donc, il y a un vrai enjeu en France de se dire, quand on voit par exemple l'enrésinement des forêts, avec des conversions de feuillus en monoculture de résineux, dans certaines régions de France, je pense aux Landes, au Morvan, au plateau de Millevaches, c'est important de se dire, il y a une responsabilité par rapport aux forêts françaises. Et des forêts françaises qui sont encore jeunes, puisque 25% des espèces d'une forêt naturelle dépendent des vieux arbres. Il va falloir aller aussi vers ce bon état écologique de conservation en métropole notamment,
vis-à-vis des vieilles forêts où la biodiversité y est importante et fondamentale. Et dernier point pour conclure, dans cette notion de durabilité, je ne l'ai pas évoqué, mais ce serait intéressant d'entendre du coup les autres intervenants au sein sur cette logique économique. Pour nous, produire avec plus de naturalité et de biodiversité est économiquement possible et utile pour bénéficier à la fois d'une production de bois de qualité et des autres services qui dépendent des forêts. Et donc, autour de la commande publique, important de travailler en transversalité au sein d'une collectivité pour bel et bien entendre du point de vue économique la vraie valeur ajoutée d'aller vers cette durabilité de la commande publique en France dans les collectivités. Un grand merci, Pierre. Je crois que le message est assez clair. On entend du local, du global, et puis bon, quelque chose qui parle toujours. On l'a entendu aussi dans l'introduction de Jonathan, cette idée de travailler en transversal. J'ai l'impression que ça va être un fil. C'est un fil à FSC en tout cas, mais j'ai l'impression que ça va être un fil de notre discussion aujourd'hui. J'ai fait une erreur et vraiment, je vous prie de m'en excuser. J'ai oublié dans les intervenants, l'intervenant qui me semble pourtant très important, qui est Monsieur Letissier, adjoint au maire de Paris, en charge de l'économie sociale et solidaire, de l'économie circulaire et de la contribution à la trajectoire zéro déchet. Toutes mes excuses, Monsieur Letissier. Est-ce que j'ai bien indiqué vos fonctions ? Pas de problème, oui, tout va bien, rassurez-vous. Je suis bien là et j'écoute attentivement. Excellent, merci. Et mes excuses encore pour ça. Du coup, pour rebondir sur ce que disait Pierre, Monsieur Charon, quelles actions met en place la Fédération des communes forestières ? Qu'est-ce que vous pouvez proposer à ce débat sur les enjeux justement dont on parlait ? Bien, alors peut-être un mot tout de même rapide de présentation des COFOR. Si j'ose dire, c'est une vieille dame. Nous sommes bien à l'échelle de la forêt, puisque le réseau a été créé en 1930 pour les premières associations. Donc un réseau qui est là pour accompagner les élus locaux face aux questions qui relèvent du bois et de la forêt. Tout d'abord, défendre les intérêts. Et c'est ce qui fait d'ailleurs notre actualité, puisque je pense que ceux qui s'intéressent à la forêt ne sont pas sans savoir que les COFOR, avec d'autres acteurs, dont certains sont d'ailleurs à l'écoute aujourd'hui, sont en désaccord avec le contrat d'objectif de l'ONF, qui est notre partenaire naturel, puisque gestionnaire des forêts domaniales et des forêts de collectivité. Désaccord puisque on tend à vouloir faire peser sur les communes une nouvelle charge financière à un moment où, vous le savez, nos dotations et nos dépenses sont de plus en plus importantes. Donc, au-delà de cette défense des intérêts, concrètement, c'est de sensibiliser, former et accompagner les élus locaux dans ce qui va relever justement de ces questions bois et forêt, alors que l'on soit face à des élus propriétaires, aménageurs ou tout simplement sensibles à la présence du bois, puisque c'est le sujet de cet après-midi, dans les constructions, les aménagements. Il ne faut pas être nécessairement propriétaire de forêt pour être adhérent de l'association. Et c'est bien là tout l'enjeu. Avec un symbole en Normandie, nous avons mis en place à l'occasion, à la suite des élections locales, la proposition d'avoir un réseau de correspondants, pas nécessairement d'adhérents. Et en l'espace de 6 mois, nous avons sur les communes normandes plus de 1000 référents bois-forêt, donc 1000 élus dans des conseils municipaux qui sont sensibles, qui sont l'interlocuteur du conseil sur ces questions, et c'est bien eux que nous avons pour vocation de sensibiliser et d'accompagner. Alors, la sensibilisation, c'est sur l'avantage de la construction en bois local, bien entendu, et tout le sujet évoqué déjà de l'intégration de capacité d'utiliser ce bois local dans la commande publique, puisque c'est un sujet déterminant. En Normandie, exemple de formation, puisqu'il n'y a pas que la commande publique, il y a aussi, alors je prends en Normandie des exemples de formation, mais qui sont développés par le réseau au plan national, comment intégrer les enjeux dans les documents d'urbanisme, les enjeux du bois et de la forêt, connaître le foncier forestier, accueillir le public en forêt. Tout ça pour vous dire que notre préoccupation, c'est aussi de vraiment mettre en évidence la question de la multifonctionnalité de la forêt et des multi-usages du bois, bois énergie, bois construction. Donc,
concrètement maintenant sur la partie utilisation du bois dans les constructions. Donc, je reviens sur ce qui a déjà été dit tout à l'heure. Alors, merci à Jonathan Anglais, puisqu'il a déjà largement évoqué l'intervention des coforts avec l'estimation du retour économique de la construction en bois, et puis également les marques qui sont développées par le réseau. Donc, je vais les citer quand même. Il y en a 4 à l'heure actuelle, pardon. Donc, en termes de démarche de traçabilité, le bois des Alpes, le bois des territoires du Massif central, le bois des Pyrénées, sans oublier Lignum Corsica. Surtout pas oublier les collègues corses dans la notion de certification de bois issus de leur territoire. C'est aussi une garantie donnée au maître d'ouvrage avec des labels comme FSC, PEFC. Et puis cette notion d'inscription dans les marchés publics avec des guides qui sont proposés pour faciliter de manière très concrète les usages. Alors, sachant qu'il n'y a pas la partie réglementaire, il y a aussi, c'est mon retour d'expérience personnelle qui m'amène à le dire, la nécessité de développer du lien, du réseau et de l'habitude d'utilisation des bois. Au travers d'une anecdote qui me concerne personnellement, puisque nous avons réalisé à l'échelle communale une halle pour randonneurs, 100% en bois local, issu des forêts des 3 communes qui sont à proximité. Eh bien, j'ai eu la surprise de constater que, tout simplement, au niveau de la cellule des marchés publics de ma collectivité de rattachement, donc l'intercommunalité qui portait ce projet, il n'y avait absolument pas l'habitude de parler bois et des confusions sur les usages. Donc, et derrière, sur la rédaction des articles des marchés publics. Donc, il y a vraiment une nécessité de familiariser les acteurs, élus locaux, décideurs, mais aussi les équipes qui sont en charge de rédiger les cahiers des charges et ensuite de suivre les projets, c'est essentiel, de leur donner donc des moyens et des retours d'expérience. L'autre élément, c'est aussi de faire du lien, c'est aussi notre rôle. Si vous pouvez, Monsieur Charroux, je joue mon rôle. Je vous aide sur le temps, donc je finis simplement sur le lien entre les opérateurs, c'est-à-dire concrètement les scieurs, menuisiers, charpentiers et autres. C'est ça aussi de faciliter l'usage du bois local. Je vais essayer de me gendarmer, oui. Malheureusement, je l'ai fait pour vous et j'en suis navré. Merci pour ça. Bettina, oui. tu peux nous présenter le comité 21. Je pense que beaucoup de monde connaissent, mais je pense que c'est aussi l'occasion que tu nous représentes cette belle institution et que tu puisses nous dire comment vous travaillez sur cette question de la biodiversité, la question des forêts. Comment vous voyez les choses au comité 21? C'est quoi le sujet? Je crois qu'il y a la question de l'adaptation au changement climatique qui traîne aussi dans les nombreux sujets sur lesquels vous travaillez. Je t'écoute, on t'écoute. D'abord, bonjour à tous. J'en profite pour reféliciter, je l'ai fait par écrit, Maude, puisqu'elle est une de mes lointaines, bon, c'est moi qui suis lointaine maintenant, successeur au board de l'UICN. Moi, j'y étais dans les années 2000, et c'est vrai que pendant plus de 8 ans, je crois, on n'a pas eu de représentants, et c'est tout à fait intéressant et important. Alors, le comité 21, eh bien, c'est une organisation qui est née, une association qui est née après Rio, qui a 4 collèges plus un depuis 3 ans, un collège de citoyens directement élus, mais en fait c'est un collège d'entreprises, de collectivités locales, de représentants du monde universitaire et d'ONG. En particulier, nous avons des membres autour de la table, en particulier UICN France et le WWF. Alors, en fait, nous avons effectivement, notre caractéristique, c'est d'être, comme on dit, multi-acteurs, c'est-à-dire de faire travailler les gens les uns avec les autres. Maintenant, c'est plus à la mode qu'avant, mais quand ça a été créé, ce n'était pas du tout à la mode. Et en fait, il faut quand même bien dire qu'on continue de travailler en silo très, très souvent, trop souvent, même si les objectifs de développement… C'est pas vrai que tu vas nous parler de dialogue, toi aussi, et de concertation. Voilà. Les objectifs de développement durable
ont fait que, à mon sens d'ailleurs, c'est très étrange, on travaille à la fois plus en silo et moins en silo. Moins en silo parce que ces 17 ODD qui sont présentés souvent comme une rosace, une roue, tout ce qu'on veut, devraient faire travailler tout le monde ensemble, mais que finalement, comme il y a un ODD par grande thématique, il y a aussi une segmentarisation qui parfois, à mon avis, n'est pas toujours dans l'esprit de ce qu'on appelait, de ce que certains appellent toujours le développement durable, même si aujourd'hui on l'appelle la transformation, la transition écologique, et nous, au comité 21, la transformation. Alors, effectivement, nous avons un certain nombre de communes comme membres, nous avons aussi un certain nombre d'industriels qui utilisent ou produisent du bois, et c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Alors, moi, si vous le voulez bien, je vous livrerai de manière très, très libre ce que je pense un peu de la situation. Je trouve qu'elle est extrêmement mauvaise, voilà, en clair. Je trouve que nous avons aujourd'hui une politique publique qui n'est pas assez forte en ce qui concerne tout le secteur du bois et le secteur des forêts. D'abord, tout le monde sait qu'il y a une crise importante de l'ONF, tout le monde sait qu'il a été fait allusion qu'il y a une crise dans l'accord, en fait, qu'on demande de plus aux communes forestières. Alors maintenant, comme l'âge m'a atteint et comme je n'ai plus de devoir de réserve, je peux dire ce que j'en pense. Moi, ça fait 20 ans que je vois la qualité des prestations de l'ONF par manque de moyens et par manque d'attention des pouvoirs publics diminuer, alors que ça devrait être le contraire. On ne va pas répéter ce que tout le monde sait, c'est que finalement, la politique forestière a été créée par Colbert. Finalement, pourquoi? Eh bien, pour fabriquer de grands vaisseaux. C'était, je dirais, l'esprit de la défense du territoire. Et aujourd'hui, mieux doter l'ONF et le faire complètement se régénérer, c'est exactement la politique de défense également, mais pas la même défense. C'est la défense contre le réchauffement climatique et contre les menaces qui nous atteignent. Donc, première observation. Deuxième observation, on a bien vu d'ailleurs on a bien vu dans la loi climat-résilience qu'on ne pense pas immédiatement aux forêts. Il a fallu une grosse pression pour que les forêts reviennent dans la loi climat-résilience. Maintenant, c'est fait avec un certain nombre d'articles, mais sur l'adaptation, d'ailleurs, c'est des articles qui sont dans le chapitre qui concerne l'adaptation, mais c'est un indice, si vous voulez. Il a fallu qu'en particulier les communes forestières fassent pression et que des députés prennent le relais. Troisièmement, on a une obsolescence des textes, et ça, je trouve ça extrêmement grave. Vous avez fait allusion au début, dans l'excellent exposé d'introduction, au problème effectivement des marchés publics. On sait aussi que les RTG ne donnent pas satisfaction aux utilisateurs. En fait, c'est comme si vous voulez, toute la réglementation aujourd'hui concernant les domaines forestiers était fait sans regard sur le réchauffement climatique. C'est en fait des réglementations qui concernent la gestion, un peu la gestion durable de temps en temps, mais il doit y avoir un regard tout à fait nouveau dans le code forestier, d'une part, avec une réforme profonde. Il y avait d'ailleurs un rapport qui avait demandé, en 2016, je crois, qui avait demandé une réforme profonde du code forestier. Elle n'est pas encore faite. Et d'autre part, le code des marchés publics, c'est pareil. Si tu me demandes ce que nous faisons pour les comités 21, très souvent, nous sommes conseil des communes pour les documents d'urbanisme. Et là, en fait, on essaye de sensibiliser les communes
au fait que les forêts font partie des documents d'urbanisme. Alors, ça a l'air évident parce qu'évidemment, la forêt est citée dans les textes de base des documents d'urbanisme, mais ce n'est pas toujours le cas, justement parce que ce sont des propriétaires privés, d'une part, et donc on ne sait pas parfois comment les intégrer dans les documents d'urbanisme, et d'autre part parce que très souvent, et il y a des gens autour de la table qui le savent mieux que moi, les communes ne sont pas parfois tout à fait au courant de leur patrimoine forestier. Il y a une législation tout à fait intéressante, maintenant prioritaire, sur, je ne sais plus comment on dit, les forêts vacantes, je crois, ou quelque chose comme ça, mais elle est insuffisante. Des dernières choses, moi je milite, le comité 21 milite, il l'avait dit dans son rapport Transformation pour une grande loi sur l'adaptation. Et moi, je considère que la partie adaptation de la loi climat-résilience n'est pas suffisante et on doit aller beaucoup plus loin. Alors, il y a eu une feuille de route qui est assez intéressante, qui a été publiée en décembre dernier. Oui, c'est ça, décembre 2020 ou décembre 2019, je ne sais plus. Autour de la table, vous le savez peut-être, mais je ne me souviens plus exactement, du ministère de l'Agriculture sur l'adaptation des forêts au changement climatique. Et là, il y a des pistes assez intéressantes qui d'ailleurs ont été concrétisées par le fait que dans le plan de relance, il y a eu un certain nombre d'appels à manifestation d'intérêt pour privilégier la forêt française et pour donner des occasions aux communes forestières d'avoir plus de moyens. Il y avait quand même des aides qui allaient jusqu'à 80% de prise en charge pour restaurer la forêt. Mais ce que je voudrais dire, c'est que toute cette législation… Très constituée, Bettina. Je suis un horrible gardien du temps. J'ai fini, c'était ma conclusion. Toute cette législation est un peu une législation de réaction, si vous voulez, à cause des incendies, à cause de la sécheresse, etc. Mais ce n'est pas une législation de prévention, ou plutôt il y avait une législation de prévention, mais qui n'était plus tout à fait adaptée aujourd'hui à la situation forestière eu égard au réchauffement climatique. Donc, moi, je pense qu'il faut faire une pression pour qu'à la prochaine législature, on ait… alors, bon, tout ne se transmet pas par des lois, enfin qu'on ait une action très énergique en matière de forêt, qui, comme on l'a dit, c'est un puits de carbone, hein, on va en avoir besoin. Un grand merci pour cette mise en perspective et aussi notamment sur les aspects réglementaires, législatifs. J'en rajouterai un dans la loi climat-résilience aussi sur la question de la déforestation importée, qui interroge un petit peu sur la capacité à la mettre en œuvre, puisque l'État, en 2022, doit acheter des produits qui n'ont pas eu d'impact sur la déforestation importée, c'est-à-dire 2022. Et les entreprises doivent mettre en place une diligence raisonnée d'ici 2024. Bon, 2022, c'est dans quelques semaines, je crois, donc, mais ça doit être bon normalement. Hein, donc mais voilà, donc en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que ces enjeux rentrent aussi maintenant dans la législation et que ça avance aussi de ce côté-là. Un grand merci pour ça. Je crois qu'on va te entendre tout à l'heure, de toute façon. Donc, tu n'as pas conclu tout à fait. Maud, comment tu vois les choses, toi, de ton côté, sur ces enjeux? On commence à bien cerner les enjeux à la fois locaux, globaux, les difficultés que peut connaître des acteurs comme l'ONF sur les aspects financiers, la question du changement climatique. Comment tu vois les choses? Quelles sont aussi les actions que vous faites, vous, les écomères, sur ce sujet des forêts, en France et peut-être ailleurs? Merci Aurélien d'ailleurs de cette invitation, de ce webinaire. Je ne reviendrai pas sur les enjeux, Pierre en a parlé, je pense qu'on les partage tous, sinon je pense qu'on ne serait pas aujourd'hui ni engagés dans nos fonctions, ni autour de cette table dans ce webinaire. Moi, je pense qu'il y a deux sujets qui sont importants pour les collectivités en France aujourd'hui, et je n'exclus pas le reste, mais en tout cas, qui font partie des questions, des demandes, des sujets qui reviennent au sein des écomères. La première, c'est est-ce qu'on peut mettre en place des filières locales
pour avoir cette garantie, cette traçabilité. Alors, on a parlé de guide. Moi, je salue vraiment le travail qui est fait sur la certification. Je pense que ça fait vraiment partie, cette idée de pouvoir avoir la traçabilité de la forêt aux produits finis, de la traçabilité des filières. Ça fait partie des sujets qui sont réussis. Il faut se dire que si demain, les collectivités veulent utiliser des gisements locaux, développer en parallèle une politique de sylviculture, avoir un achat de proximité qui est aussi bon pour le climat, valoriser le bois local, qui n'est pas forcément d'ailleurs du bois qui va être valorisé dans des filières industrielles parce qu'on est soit sur des petites quantités, soit sur des essences qui ne sont pas recherchées. Il faut vraiment pouvoir contribuer et pousser les collectivités locales sur ce sujet. Ça fait partie des demandes aujourd'hui. Et on l'a vu d'ailleurs, j'allais dire, c'est un effet positif de la crise sanitaire, c'est que on voit bien que quand tout vient de l'autre bout de la planète, on n'est plus forcément aussi bien approvisionné et donc il faut trouver d'autres ressources et se réinterroger sur le modèle. Donc si ça pouvait être une des seules conséquences positives de cette crise sanitaire, l'idée qu'il faut réapprovisionner en local est une bonne chose. Je pense toujours voir les choses positivement. Ce qui nous manque encore, c'est… moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à travailler sur ce droit à l'expérimentation d'un point de vue marché public qui n'est pas assez fait. L'idée de se dire, par exemple, que chaque mètre carré que nous, des forêts qu'on exploite, puisse être valorisé au plan local, au plan social et économique, ça fait partie des demandes. Pouvoir utiliser la proximité, ça fait partie des demandes. Donc, je pense que la certification et le pouvoir faire de l'expérimentation de marché public, qu'on a toujours demandé depuis 20 ans sur beaucoup de sujets, et notamment sur l'achat et la préférence locale, fait partie des sujets sur lesquels il faut continuer à pousser. La demande des collectivités, c'est l'autre aussi, c'est celle sur si on veut acheter, construire bois, construire écolo, comment on a cette garantie et tout le débat qu'il y a depuis avec la stratégie de lutte contre la déforestation importée au niveau français et au niveau européen, fait partie des sujets des collectivités locales. On a vraiment besoin d'accompagner les collectivités dans cet enjeu international. Et je trouve aujourd'hui que les outils qu'on a permettent de tracer en partie sur le plan économique, mais pas forcément sur le plan social et environnemental. Et ça fait vraiment partie de l'autre sujet quand les collectivités parlent de coopération internationale ou veulent avoir des garanties sur les filières, notamment les villes les plus engagées, elles veulent aussi pouvoir répondre à la question sociale. Voilà. La déforestation, c'est quand même si l'utilisation de bois ne contribue pas, ce n'est pas le premier facteur pour la déforestation, mais ça contribue quand même fortement aux émissions de gaz à effet de serre. Si demain on veut avoir une politique zéro déforestation importée qui ne soit pas un slogan, il faut qu'on puisse donner des garanties qu'auront pas les collectivités, qui est l'éternel sujet du commerce équitable ou de la coopération décentralisée par d'autres manières de façon directe. Voilà les deux sujets, les deux attentes côté collectivité. Et je pense qu'on pourrait en rajouter d'autres qui sont des nouveaux sujets qui sont venus dans le spectre des collectivités locales mais qui n'existaient pas. Par exemple, la préservation des vieilles forêts et au-delà des vieilles forêts, se dire que demain, les forêts qu'on protège permettent d'être demain sur des forêts non exploitées qui auront une vocation particulière en matière d'environnement. Là, on est vraiment sur des sujets émergents côté collectivité qu'elles n'avaient pas forcément en tête, mais dont elles deviennent responsables en tant que propriétaires forestiers. C'est ta casquette de présidente de l'UBCN qui parle. Non, les sujets sont liés, comme je dis toujours. Effectivement, ça fait partie des sujets qui ont été portés et adoptés au moment du congrès de l'UICN. Mais aujourd'hui, les collectivités locales, c'est aussi des parties prenantes de cette préservation de la biodiversité. Ce n'est pas juste des acteurs économiques qui achètent, quoi. Ça me fait penser à ce que disait Pierre tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on peut avoir une production, mais qui fasse attention à la nature finalement. Hein. Je pense que ça revient aussi un petit peu à ça, ce que tu indiques là, de faire attention à toutes ces dimensions-là. Et demain, les collectivités rendront des comptes sur tous ces sujets, pas simplement sur ce qu'elles utilisent de façon économique. Un grand merci à tous pour avoir positionné ces enjeux. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on écoute les collectivités après avoir positionné ces différents sujets. Alors, on va peut-être commencer avec Marie Attino, si vous en êtes d'accord, Madame Attino, pour voir comment les collectivités locales s'organisent. Est-ce qu'elles ont des stratégies ? Quelles actions concrètement elles mettent en place? Est-ce qu'on a des bons exemples du côté… J'ai cru comprendre qu'en Normandie, ça bougeait quand même. En Normandie, ça bouge et j'ai même envie de vous dire à l'échelle de la vallée de Seine, ça bouge parce que c'est vraiment sur cette belle liaison de Paris au Havre en passant par Rouen que des choses sont en train de s'organiser et sont en train de se mettre en place autour de la forêt, mais pas que. Alors, je vais juste me permettre, peut-être avant de parler de la manière dont on peut utiliser, nous, la commande publique aussi pour stimuler la demande et l'utilisation de bois certifiés.
peut-être vous montrer qu'en fait, nous, on a une bonne connaissance, on fait partie de ces collectivités qui avons la chance de bien connaître nos forêts. On la connaît bien parce qu'en fait, la forêt, chez nous, elle est partout. La métropole de Rouen, une métropole qui est levée dans une boucle et même dans plusieurs boucles de la Seine, et qui, autour de sa ville principale, autour de Rouen, est complètement entourée de massifs forestiers. Chez nous, la forêt, ça représente 25 000 hectares et c'est 33% de la surface forestière de la métropole Rouen-Normandie. Donc, c'est quand même quelque chose qui nous entoure, qui fait partie de notre quotidien, et surtout pour les personnes qui sont nombreuses, hein, qui travaillent à Rouen, mais qui vivent sur la périphérie. La plupart du temps, elles traversent la forêt pour venir travailler. C'est quelque chose qui fait partie de notre environnement. Et c'est une forêt qui est très diversifiée et qu'on connaît très bien, puisque depuis une dizaine d'années, on est engagé dans une démarche de charte forestière de territoire qui permet évidemment, sur chaque période, de mener un diagnostic le plus complet et de connaître comment sont composées nos forêts, comment elles évoluent, comment elles vieillissent, comment elles sont gérées, comment nous sommes en capacité d'accueillir du public, comment elles s'adaptent face au changement climatique, etc. Donc, on a plutôt une bonne connaissance et on est d'autant plus attentif à la nécessité à la fois de l'exploiter convenablement, parce que c'est quand même l'avenir, l'utilisation des produits du bois, et en même temps d'avoir une attention toute particulière à son évolution, à sa conservation, à sa protection. Il faut qu'on soit on est dans les 10 ans en cours, là, on est sur ce juste équilibre, on est sur cette corde sensible où on ne doit pas basculer de l'un vers l'autre, et on doit trouver cet équilibre. Et on pense, nous, très sincèrement, que la certification fait partie des clés qui permettent de trouver ce juste équilibre. Et alors, pour pouvoir le préciser, pour pouvoir, au-delà de cet engagement politique qui, chez nous, existe depuis une dizaine d'années, on essaye aussi de le cadrer dans un certain nombre de documents qui sont des documents cadres qui font en sorte que les choses vont devenir systémiques dans notre fonctionnement, dans notre organisation, et qu'elles vont même se maintenir au-delà d'une simple échéance politique. Puisqu'évidemment, nous, en tant qu'élus, on est quand même là sur des périodes relativement courtes. À l'échelle de la forêt, ce sont des périodes qui n'ont aucun sens, évidemment. Nous ne sommes que des pauvres petits êtres humains. Absolument. Et à l'échelle de nos magnifiques forêts cathédrales de hêtres en Normandie, eh bien évidemment, nos mandats d'élus sont très courts et beaucoup trop courts pour appréhender tous les sujets. Donc, ce sujet de la forêt figure dans 2 documents qui sont des documents phares chez nous. Donc, évidemment, la charte forestière de territoire, dont on vient d'adopter cet été la 4e mouture, puisque c'est un document qui vit. Donc, on vient d'adopter cette 4e mouture pour la période 2020-2026. Et donc, dans ce document qui se décompose en 5 grands axes, la biodiversité, l'adaptation de la forêt au changement climatique, la gestion durable des forêts, dont la certification, l'économie de la forêt du bois et des produits du bois, l'accueil du public en forêt et la gouvernance, on trouve un certain nombre d'actions dans lesquelles on cite la nécessité de faire évoluer chez nous à la fois les modes de gestion pour aller vers plus de certification, même si chez nous, elle a déjà pas mal de place dans nos massifs forestiers, et en même temps pour faire évoluer la commande publique, aussi bien la commande publique qui est activée par la métropole de Rouen que celle qui est activée par nos communes membres. On est composé de 71 communes membres, donc ça laisse quand même supposer une capacité de commande publique assez forte. Pour rappel, juste pour qu'on soit conscient des montants, le budget de la métropole en 2020, c'était 800 millions d'euros et 240 millions d'investissements. Voilà, donc sur cette partie, ne serait-ce que sur la partie d'investissement, évidemment, tout n'est pas consacré à la construction, tout n'est pas consacré au bois, etc. Mais ça laisse quand même entendre des leviers d'action et un poids extrêmement fort. Donc, dans cette charte forestière de territoire, dans cette belle et nouvelle mouture d'ailleurs, donc je pourrais vous mettre le lien dans l'espace de conversation. Il faut en profiter. On trouve une action qui s'appelle tout simplement « Développer la certification forestière sur le territoire de la charte du territoire ». Et c'est une action qu'on mène évidemment en fort partenariat avec le Parc naturel régional des Boucles de Seine, dont Jacques Charron est le représentant à nos côtés aujourd'hui. Il y a un dialogue territorial alors apparemment. D'accord, très très fort. Sur la question entre le PNR et la métropole, sur les sujets forestiers bien entendu, mais aussi sur des sujets d'agriculture, etc., on a cette habitude de coopération. Et donc, dans cette fiche action, nous, on a voulu l'inscrire dans la charte forestière, déjà parce qu'il y a une attente très forte et très sensible des consommateurs. On sent que si la question de la certification du bois était relativement floue et peu connue il y a quelque temps, maintenant, elle commence quand même à devenir il y a quand même une exigence en la matière, parce que nos communes aussi sont en attente d'être guidées et d'être encadrées sur ces aspects-là, quand elles portent un projet de construction, de rénovation, d'extension d'un bâtiment.
systématiquement, désormais, elles ont l'attention d'où vient le bois, comment a-t-il été produit, comment a-t-il été transformé, etc. Et parfois, elles nous demandent, mais est-ce qu'on pourrait avoir du bois de nos forêts? Alors, c'est peut-être pas aussi simple que ça, mais il y a quand même cette attention. Et puis aussi, avoir une attention à travers ce travail dans la charte forestière aussi sur la communication que l'on fait autour de la certification. Puisque dès lors qu'on parle de certification, on va avoir dans les yeux à la fois de la population, mais des acheteurs publics que sont nos communes, à la fois cette petite lumière qui s'allume et qui nous explique que la certification est bien parce qu'il y a un cadre, il y a un guide, on sait que la forêt a été bien gérée, son exploitation est faite dans les règles de l'art, etc. Et on s'assure aussi que le renouvellement de la forêt va être assuré. Et en même temps, de l'autre côté, parfois, il y a une petite lanterne, une autre lanterne qui s'allume et qui parfois pourrait laisser penser auprès d'un certain nombre d'acteurs locaux que la certification, c'est une belle opération de greenwashing. Et donc, il faut, nous, qu'on soit extrêmement pointus sur la communication qu'on peut faire autour de la certification dans le cadre de cette action spécifique de développer la certification à travers la charte. Voilà. Il y a à nous de vous y aider. Exactement, absolument. C'est à vous de nous y aider. Et puis, un autre document dans lequel on parle aussi de, j'ai envie de dire, alors, ce n'est pas la certification des produits du bois ou des forêts en général qui est évoquée, mais c'est la nécessité d'intégrer beaucoup plus de critères environnementaux dans nos marchés publics. Et ça, on l'a carrément inscrit dans ce qu'on appelle chez nous le plan climat et énergie territoriale. Et alors, dans le PCAET, dans notre plan climat qui a été adopté en 2019, c'était déjà une action phare. Mais un plan climat, c'est quand même un document massif qui aborde les énergies renouvelables, la rénovation des bâtiments, la mobilité, l'agriculture. Et donc, on trouvait que cette action était un peu perdue, un peu noyée dans la masse. Donc, pour enfoncer le clou, on a adopté il y a quelques mois une délibération qui s'appelle Métropole exemplaire, dans laquelle on trouve toute une série d'actions, dont la nécessité de faire évoluer la commande publique et d'intégrer de manière très précise des critères tels que la certification des produits de bois dans les marchés publics, dans les CCTP. Voilà. Donc, à ce jour, avec tout ce travail que vous faites, on voit une stratégie à la fois sur votre territoire et à la fois sur vos achats, une stratégie qui se met sacrément en cohérence avec les parties prenantes. Est-ce que vous pouvez nous dire ça en très, 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 très court sur ce qui se fait de façon très concrète? Déjà, vous étiez très concrète, hein, merci. Je vous en prie. Alors déjà, de manière très concrète, je vais vous le traduire par une action exemplaire qui a été menée sur le territoire de la métropole. Il y avait en 2017 un projet excusez-moi, ce n'est pas le projet le plus gai du monde, mais il y a eu le projet de la métropole de fabriquer, de concevoir un crématorium métropolitain. Ça fait partie des outils, malheureusement, que le service public doit proposer à ses habitants. Donc, au départ, c'était un projet tout à fait basique, concevoir un crématorium pour le territoire. Et ce projet a énormément évolué jusqu'à ce qu'en fait, dans le CCTP, on inclut de manière très claire que tous les produits bruts, enfin en bois brut ou bois massif, devaient être certifiés FSC. Voilà. Donc, c'est un bâtiment dans lequel on a une façade bois, des intérieurs bois, des planchers bois, des escaliers bois. Et tout ceci est certifié. D'ailleurs, ce bâtiment, maintenant, peut se visiter puisqu'il est désormais terminé. Donc, ça, c'est une première chose. Vous avez réussi à faire du certifié FSC et local. Est-ce que vous avez réussi à faire ça ou malheureusement pas ce lien, on a encore du mal à le faire? Ouais. Exactement, tout à fait, c'est tout à fait juste. On a réussi à avoir du certifié FSC, mais pas du local. Et pour préciser aussi, le fait d'avoir aussi une démarche relativement exemplaire en tant que métropole et de travailler sur ces sujets suscite aussi parfois des actions tout à fait positives auprès des propriétaires forestiers privés, puisqu'on a aussi un certain nombre de forêts privées chez nous. Et sur le territoire de la métropole, on a quand même 386 hectares de forêts privées certifiées FSC dans le secteur d'Elbeuf, qui est au sud de la métropole de Rouen. Claire, merci beaucoup. Assez impressionnant, cette réflexion finalement globale et vous avez dit systémique sur les forêts. Pierre Canet tout à l'heure parlait de forêts proches, forêts lointaines, j'utilise les mauvais mots Pierre, pardon, mais je crois qu'on a l'idée là avec cette présentation de la stratégie de Rouen, de la métropole de Rouen. Je le dis bien, métropole de Rouen, parce que vous m'avez repris tout à l'heure et j'ai un doute. Métropole Rouen-Normandie. Métropole Rouen-Normandie. Merci pour la précision. Monsieur Le Tissier, donc vous travaillez actuellement donc à la ville de Paris sur la question des
des achats responsables. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Quelle est la politique actuelle? J'ai cru comprendre, alors sous un autre angle, que la question de la participation citoyenne, qui est aussi cette question du dialogue, est importante dans la construction de votre stratégie. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Si vous êtes bien parmi nous. Ah, non. Alors, on va y aller avec Madame Cruy-Peninck, en attendant que Florentin Letissier revienne parmi nous. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu une coupure de réseau juste au moment où… Ah, je vois 68 personnes présentes. Non, pour Monsieur Letissier. Ouais, j'ai l'impression que ça… Bon, eh ben, Ça a écoutez, coupé juste à ce moment. Voilà, les aléas du direct, mais j'allais presque vous poser la même question, en fait, finalement. À la fois, éventuellement, sur ce qui se fait peut-être dans votre région, et particulièrement le Réseco que vous représentez aujourd'hui, qui est donc… dites-nous quelques mots sur le Réseco et comment vous vous organisez pour des achats plus responsables sur le bois. Est-ce que, je fais un petit teasing, peut-être que déjà ces questions de certification peuvent éventuellement faire partie des réflexions. Je vous pousse un petit peu, je vous en prie. Vous pouvez me contredire. Oui, je vais commencer par vous présenter Réseco, qui est une association qui regroupe les acheteurs publics, donc les binômes élus et agents, techniciens, dans la région du Grand Ouest. En fait, c'est une association qui est assez ancienne sur la commande publique durable, qui date de 2006. Elle a été créée avec une forte impulsion de la ville d'Angers à cette époque, parce que on se rendait compte à ce moment-là que la commande publique durable, c'est pas un sujet facile, et qu'on a besoin de se mettre autour de la table ensemble, entre collectivités, de partager des bonnes pratiques et de voir comment est-ce qu'on peut améliorer nos outils, nos indicateurs, et y voir un peu plus clair dans ce que veut dire la commande publique durable. Alors aujourd'hui, le Réseco a bien grossi. On compte 120 adhérents dans les régions Bretagne, Centre-Val-de-Loire, un petit peu en Normandie également, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. Je voudrais saluer les adhérents de Réseco qui nous écoutent aujourd'hui. Et j'ai pu comprendre que vous aviez diffusé l'invitation et qu'il y en a des adhérents. Oui, je crois qu'il y en a. Il y a au moins la directrice de l'association que je salue. Donc, les structures publiques, ce n'est pas seulement les collectivités, hein, c'est à la fois les conseils régionaux, les conseils départementaux, les métropoles, les agglomérations, les villes, les universités, les centres hospitaliers. Donc, vraiment tout un ensemble d'acteurs qui sont concernés par cette commande publique. Et l'ambition, c'est vraiment de promouvoir et de développer l'intégration des dimensions sociales et environnementales dans les achats publics, sans oublier la dimension économique. Parce qu'on entend souvent l'argument, oui, mais si on achète plus écolo, ça va coûter plus cher, donc c'est pas compatible avec l'économie du projet ou avec le budget de la commande publique. Donc c'est très important. Pas si simple que ça, hein. J'ai entendu de la part d'une collectivité locale, Cognac pour pas la citer, que c'était pas si simple que ça finalement. Le lien n'était pas forcément si direct que ça entre le coût et les aspects environnementaux des produits. Pardon, je vous coupe, mais… Non, il n'est pas si évident, et en fait, on est souvent sur l'instrument de la commande publique durable, mais en fait, c'est l'achat, on va prendre le cycle de vie du projet, hein, c'est de construire le bâtiment avec des exigences qui sont au niveau du programme, qui sont déjà compatibles avec des objectifs de transition écologique que chacun des acteurs a pu se fixer. Et puis tout au long de cette chaîne de conception et puis de précision des exigences, va intégrer au bon moment et au bon endroit les bons critères économiques, les bons critères environnementaux et sociaux. Donc au final, si on part déjà avec un besoin qui est exprimé tenant compte de ces exigences-là, c'est pas forcément plus cher que d'avoir des exigences qui sont intégrées dans le cahier des charges. Et donc, en fait, ces partages de bonnes pratiques, ils prennent différentes formes, hein. Ça peut être des tables rondes, des groupes de travail, de la rédaction de guides. Et l'objectif, ça peut être aussi de produire des exemples de dossiers de consultation des entreprises en proposant différentes clauses, différents éléments, différents critères qui vont pouvoir, dans lesquels les membres de Réseco vont pouvoir venir piocher pour alimenter la rédaction de leur marché dans le contexte qui est le leur. Et donc ça, c'est
c'est un travail qui est important, qu'on réalise au sein du Réseco avec une dimension régionale. Et il y a plusieurs associations qui sont similaires en France parce que on a besoin de liens, on a besoin d'échanger. Il y a la dimension locale, hein, on l'a dit, qui est sous-jacente et qui est là quand on parle de Et la commande dimension publique durable. métier aussi, hein. Oui, C'est un métier acheteur, hein. oui, tout à fait. Donc, il y a besoin de se rencontrer et cette dimension locale des réseaux est très, très importante. Je crois que le sujet du jour qui est important, qui est le nôtre, c'est la question du bois. Réseco a pris ce sujet depuis 2011 par un groupe de travail qui s'intitulait Intégrer le développement durable dans les achats de bois et de dérivés du bois. Donc, ça fait déjà 10 ans. Voilà, en plein dedans. Ça fait déjà 10 ans que dans le Grand Ouest, les acheteurs publics ont travaillé sur ce sujet et bien évidemment, les certifications et les labels ont été identifiés à ce moment-là comme des éléments clés dans la rédaction des marchés. Et ce qui est important et utile dans ces travaux du Réseco, c'est qu'on parle souvent de la jungle des labels. C'est vrai qu'on en a cité quelques-uns, on a du mal. Là, ils ont été très bien présentés avec un tableau qui expliquait les avantages et puis les dimensions couvertes par chacun des labels. C'est vrai qu'un des points qui est clé quand on parle des labels, c'est d'arriver à donner du sens et à permettre à chacune et à chacun d'y voir clair dans cette jungle des labels. Donc, c'est aussi l'objet des travaux du Réseco. Mais ce n'est pas seulement le bois en tant que tel, hein. Il y a aussi tout un ensemble de familles d'achats qui sont traitées par le Réseco et dans lesquels on va voir des produits qui sont dérivés du bois. Ça peut être les fournitures de bureau, les fournitures scolaires et puis bien sûr la question du bâtiment. Je citais tout à l'heure voilà, les différentes questions à se poser quand on a un projet d'achat. La première, c'est ce qu'on a besoin d'acheter. Donc, quelque part, c'est bien de se poser cette question de temps en temps, hein, ouais, surtout dans le monde actuel, hein. Ça contribue pas à la valeur économique, mais ça contribue à la préservation c'est bien de se poser la question, en tout cas. à la préservation des forêts. Mais finalement, quelque part, on met les dépenses à un autre endroit. Je vais citer un exemple de la ville d'Angers que je connais bien, forcément. Récemment, on s'est engagé dans un chantier de réhabilitation d'une ancienne patinoire et de la reconversion en terrain de handball. Et pour des questions de normes de hauteur, on a dû changer toute la structure des poutres qui étaient initialement en bois. Donc, ces poutres ont été déposées pour être remplacées par des poutres métalliques qui correspondaient mieux aux normes nécessaires. Puis, en les déposant, les agents de la collectivité se sont dit, qu'est-ce qu'on fait de ces éléments en bois qui ont été déposés. Et ben là, il y a tout un travail qui a été mis en place pour arriver à les réutiliser dans d'autres bâtiments en construction au sein de la collectivité, en faisant appel non plus aux produits forestiers directement, mais à des artisans capables de retailler les poutres aux dimensions nécessaires. Donc, quelque part, la dépense, elle est quand même là, mais elle est à un autre niveau de la chaîne de valeur. Je vois Monsieur Le Tissier hocher de la tête parce que j'ai l'impression que c'est un sujet aussi, cette question de la réutilisation des matériaux. J'avais une question peut-être juste avant de passer à Monsieur Le Tissier. Les acheteurs publics, selon ce que vous voyez au Réseco, sur cette question des certifications, des labels, ils sont en demande, ils sont perdus. Comment vous situeriez leur connaissance à ce jour dans votre réseau, en tout cas sur ces sujets très précis de certification? C'est par pure curiosité. Je pense que ça dépend vraiment des secteurs. Je crois que le label FSC, aujourd'hui, il a une très bonne notoriété. Donc, ce label, il est reconnu, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Je pense que tout le monde ne sait pas ce qu'il veut dire. Quel est le niveau de vérification derrière? Toute cette chaîne de valeur, tous les certificats qui sont échangés aux différents maillons de la chaîne. Je pense que voilà, ce niveau de connaissance, il n'est pas là. On a aussi plusieurs niveaux de labels de certification FSC, entre le mix, le recyclé. Donc, voilà, il y a toujours ces besoins de clarifier, d'expliquer, mais on a de la chance sur cette commande publique durable, c'est qu'il y a d'abord la réglementation qui fixe un socle commun que tout le monde est obligé de suivre, mais en plus, on est clairement tous engagés dans la transition écologique à différents niveaux en fonction des programmes et des orientations politiques de chacune des collectivités. Mais en tout cas, on est tous engagés sur cette trajectoire-là. Le nombre d'adhérents de Réseco augmente, l'intérêt est très fort, donc ça s'active très fortement. Et les labels comme FSC,
c'est clairement un outil qui facilite l'appropriation de ce que peut être un achat durable. Certains disent même que c'est la base. Alors, cette base n'est pas acquise par tout le monde, Non. mais on peut peut-être aussi avoir cette base et entreprendre d'autres actions. Du côté de la ville de… Mille merci pour ce témoignage et de comprendre que le Réséco et le Grand Ouest, que j'habite, puisque j'habite moi-même à Tours, après avoir habité 1 an à Angers, se met en ordre de bataille sur ces sujets-là. Monsieur Le Tissier, à Paris, où j'ai habité aussi, pardon pour ça, mais comment ça se passe à Paris? On travaille sur ce sujet-là, j'ai cru comprendre, et encore une fois, la question des citoyens, on a les budgets participatifs aussi, même à Paris. Comment ça fonctionne, cette réflexion sur les achats responsables, particulièrement sur les produits bois? Bonjour à toutes et tous, ravi d'être parmi vous. Désolé pour le petit bug tout à l'heure de connexion. Bah oui, Paris, on est en zone blanche, on est très mal desservi en termes de connexion. Donc voilà, je suis très heureux de participer aussi à ce temps d'échange parce que ça m'a permis moi aussi de m'intéresser de plus près à cette question du bois. Même si Paris n'est pas une ville forestière à proprement parler, on a le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Je ne crois pas qu'on puisse considérer ça que ce soit vraiment comme des forêts, bien sûr. Pas très productif, je crois, ces forêts-là. Voilà, c'est exactement. Mais voilà, en tout cas, ravi d'être parmi vous. Alors, évidemment, on a des réflexions et des actions importantes à Paris sur ces enjeux d'achat durable. Ça a commencé sous la précédente mandature avec notre premier schéma parisien de la commande publique responsable. Et à l'heure actuelle, je suis en train de travailler avec mon collègue adjoint aux finances sur ce deuxième schéma de la commande publique responsable qui va couvrir une période d'à peu près de 5 ans à compter de la fin de l'année. Donc, à travers ces grands schémas, on essaie de mettre à plat toute notre politique d'achat public. La ville de Paris, pour vous donner un chiffre, c'est 1,6 milliard d'euros d'achats par an. Donc, c'est une somme considérable qui doit aussi, à notre sens, servir justement à contribuer à structurer des filières vertueuses dans l'économie circulaire, dans l'économie sociale et solidaire. Et donc, dans ce schéma de la commande publique responsable de la ville de Paris, on a à la fois donc des aspects économiques, c'est-à-dire la volonté de permettre l'accès au marché de la ville à des structures de PME, petites et moyennes entreprises, évidemment aux acteurs de l'ESS, de maintenir des relations… Économie sociale et solidaire. Voilà. De maintenir des relations évidemment respectueuses et avec l'ensemble de nos fournisseurs. On a aussi des aspects environnementaux, évidemment, avec des stratégies sur des stratégies d'achat, donc sur un certain nombre de biens et de services, pour favoriser aussi la consommation responsable. Je pense par exemple à tous les enjeux qu'on peut avoir en termes d'alimentation dans notre restauration collective, etc. Des enjeux aussi de logistique, évidemment, comment est-ce qu'on achemine les produits jusqu'à Paris et dans Paris, dans une ville extrêmement dense, où il faut inventer une nouvelle manière de raisonner. Et c'est vrai que sur le bois, plus spécifiquement, on a, alors à la ville, on a des spécialistes justement environnementaux qui analysent justement les marchés, qui les rédigent, qui participent à la rédaction des marchés de la ville, qui interviennent aussi en soutien des vendeurs, puisqu'il y a tout l'enjeu aussi du sourcing, c'est-à-dire il ne faut pas seulement rédiger un marché et bien le rédiger, ça c'est évidemment important, mais il faut aussi être sûr qu'en face, vous allez pouvoir avoir des acteurs économiques qui vont être capables de fournir les produits qui sont souhaités, notamment par leur bon impact environnemental et social. Alors évidemment, la ville, elle n'achète pas directement du bois, elle achète surtout du mobilier en bois et dans ces achats, il est systématiquement exigé à Paris que le bois soit issu de forêts donc gérées durablement, avec des labels officiels tels que le label FSC, le label PEFC. Et dans les critères justement, dans les critères de ces marchés, il y a toujours une pondération favorable, c'est-à-dire il y a un plus qui est donné justement quand on a des critères évidemment ambitieux en matière environnementale. Et voilà, vous savez, les marchés publics, il y a des grilles, etc. Et donc, on fait en sorte de pousser aussi loin que possible ces avantages positifs pour permettre vraiment d'être le plus exemplaire possible.
Est-ce que enfin peut-être que vous ne pouvez pas répondre parce que ça devient peut-être éventuellement très technique, technique d'achat, etc., enfin technique de définition de critères. Est-ce que vous allez jusqu'à définir des critères précis au-delà du label, au-delà de la certification, des enjeux qui vous tiennent particulièrement à cœur à la ville de Paris? Alors, j'avoue que j'aurais du mal à répondre à cette Pardon pour cette question-là question. de manière très, très, très précise. Voilà, je veux pas vous dire de bêtises. Ce que je peux vous dire, parce que ce qui m'a été remonté de la part des services, puis évidemment, je me suis adressé à eux par rapport à cette question plus spécifiquement du bois, c'est qu'il y a aussi l'idée, évidemment, de ne pas acheter des essences de bois qui sont recensées dans des conventions internationales comme étant des bois évidemment rares, etc., des bois qui sont protégés, ça paraît évident. L'idée qu'on essaie aussi de s'approvisionner sur du bois en France, enfin, sur du bois qui est produit en France. Et puis cette question des labels dont je vous ai parlé, mais voilà, je pourrais malheureusement pas rentrer davantage dans la technique sur ce sujet, je m'en excuse. C'est excellent. Merci pour cette présentation de ce qui se fait à Paris. Je vous propose qu'on aille sur un troisième round de questions. Comme on a eu d'admirables présentations des collectivités locales, et je pense que c'est important d'entendre ces trois beaux exemples de travail qui sont faits sur les questions des achats publics. On va peut-être, si on peut, écourter, déjà que c'était très court, nos propos sur les enjeux, pour passer à la question des orientations, d'essayer de voir un petit peu ensemble le futur sur ces questions-là, sur les pistes de travail, les outils, les stratégies qu'il faudrait mettre en place, en sachant qu'avec ces collectivités locales-là, on a des bonnes bases. Est-ce que toutes les collectivités locales ont ces bonnes bases? Voilà, on a des exemples, mais est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer que dans le futur, ça se généralise, ça se développe? Et je voulais commencer par Monsieur Charon là-dessus, pour que vous puissiez nous dire, peut-être de façon un petit peu plus précise, vous l'avez introduit, et puis on l'a introduit aussi avec Jonathan Langlais, mais vous avez des choses précises à proposer, vous, les fédérations des communes forestières? Oui, n'est-ce pas? Je crois que la première chose, en prenant appui sur les exemples qui viennent d'être présentés, justement, c'est la notion d'exemplarité, c'est de donner envie, c'est de multiplier l'effet vitrine et inciter les collègues élus locaux justement à aller vers des usages du bois local, du bois certifié, parce que c'est encore pour beaucoup une inconnue, une difficulté. Donc, il y a tout d'abord cette dimension effet vitrine, et je reviens sur, si tant est que ce soit nécessaire, sur la dimension économique, puisque j'ai bien entendu tout à l'heure que ça ne devait pas être le seul critère, mais néanmoins, avec l'outil analyse des retombées territoriales, on est en mesure de chiffrer les retombées d'un projet et de dire, par exemple, que 100 mètres cubes de bois sur un territoire, c'est l'équivalent de 2 ETP dans la filière bois. Bon, je ne détaille pas, mais ça fait partie des arguments. Ensuite, alors derrière l'effet vitrine, pour donner envie, donner le goût, c'est d'inciter, bien entendu. Dans les incitations, on va avoir une dimension appel à projet, donc c'est d'aider les collectivités à rédiger concrètement leurs appels à projets. C'est aussi Donc d'inciter… ça, vous le faites, ça? Vous les aidez, les collectivités locales, à faire Oui, ça? ça fait partie dans les outils de formation dont on parlait tout à l'heure, c'est de leur donner les moyens de prendre en charge… J'ai cru voir passer dans le chat des informations sur ce que vous faites de façon très précise avec des liens. Donc, pour toutes les personnes présentes, ils auront les éléments. Excellent. C'est parfait. Efficace à la fédération. Toujours aussi, dans les fêtages d'huile, travailler en région, avec les représentants de l'État et des grandes collectivités sur des dispositifs d'aide, sur des bonifications qui peuvent être envisagées. Il y a quelques territoires où la DETR la DETR, pardon? Les dotations d'équipement pour les territoires ruraux. Ça fait partie des aides. Avec la DECIL, ça parlera aux collègues élus locaux. Donc, ça fait partie des aides qui peuvent être bonifiées. Il y a des exemples, donc,
pour des projets qui sont réalisés avec du bois local. Et puis, il faut aussi parfois aller jusqu'à la réglementation. Donc, c'est de tendre vers… alors, on est plutôt sur l'horizon 2030, puisque vous parliez tout à l'heure de se projeter, sachant que le bois sera de plus en plus utilisé, c'est de répondre aux objectifs de la réglementation environnementale de 2020 et de s'assurer qu'il pourra être utilisé dans de bonnes conditions. Alors, ça pose la question, là encore, de la capacité de la filière et des acteurs à fournir. La demande est de plus en plus importante et nous avons vraiment absolument besoin de travailler ensemble pour être en capacité de répondre à la demande dans un contexte international que chacun connaît. Je ne vais pas rentrer dans le détail de nos grumes qui partent soit vers les États-Unis, soit vers la Chine. L'Allemagne. En Allemagne. Alors, je pense à la Chine, puisqu'en Normandie, toujours la Seine, on les voit passer et utiliser les conteneurs qui sont sur le port du Havre qui repartent. C'est la logique la reverse logistique, la logistique du conteneur qui repartent à moindre coût vers l'Asie du Sud-Est et qui emportent des matières premières comme le bois que l'on récupère d'ailleurs ensuite, vous savez aussi, en meubles ou en parquet. Donc, il faut lutter contre ça et c'est d'inciter à l'usage local, développer les circuits courts, d'enfoncer des portes ouvertes et rassurer notamment les promoteurs, les porteurs de projets, en sécurisant les approvisionnements. C'est le dernier mot à citer, c'est donc sécuriser en étant exemplaire et vitrine au niveau des collectivités. Et tout ça permet de structurer les filières au plan local. Nous sommes acteurs de FIBOIS, alors en Normandie et au plan national. FIBOIS, donc l'interprofession des entreprises, de l'amont jusqu'à l'aval, en fait, dans les régions et au niveau national. Ouais. Tout à fait. Ouais. Et là, puisque commune forestière, nous sommes sur l'amont, mais lorsque nous sommes usagers, fabricants, utilisateurs du bois dans nos constructions, nous sommes à l'autre extrémité naturellement et on a besoin d'être rassurés sur la capacité d'aller jusqu'au bout des constructions en utilisant du bois local. Encore du dialogue dans la filière. Je dois être bloqué sur ce mot-là. Merci beaucoup pour ça. Il y a des éléments qui ont été envoyés dans le chat sur ce qui a été dit par Théo Launay, qui travaille à la FNCOFOR, donc n'hésitez pas à les consulter et nous pourrons les envoyer aussi. Je parle à voix haute, Mathilde confirmera qu'on puisse reprendre ces éléments et l'envoyer dans un mail aussi aux personnes présentes. Pierre, comment tu vois les orientations? Donc, on a eu les enjeux, on voit des collectivités locales qui structurent leur stratégie d'approvisionnement bois. Qu'est-ce que tu vois pour le futur? L'idée, c'est peut-être pour le PVF de rebondir sur ce qui a été dit et je retiens 3 rôles majeurs qui peuvent être distingués aujourd'hui pour une collectivité. Donc, c'est comment vous arrivez à faire de vos achats un vecteur de bonne gestion forestière. Donc, on a bien relevé dans les différentes contributions et prises de parole ce vecteur des politiques d'achat. Et donc, à court terme, pour nous, c'est vraiment que l'ensemble de vos politiques d'achat puissent exiger des garanties de durabilité de la gestion forestière, et quelle que soit l'origine. Donc, en revenant sur, notamment pour nous, plus particulièrement, les zones à risque. Donc, je parlais tout à l'heure, notamment en zone tropicale, il y a vraiment l'idée là d'aller accentuer ces politiques d'achat. Après, au-delà du court terme et des politiques d'achat, il y a un levier considérable qui peut être reflété à travers les stratégies à moyen et long terme pour aller vers des filières qui soient plus locales et responsables. Donc, pour ça, il faut vraiment préparer l'avenir et structurer les filières dans ce domaine avec des objectifs, avec une démarche d'investissement. On parlait des appels à projets, de voir du point de vue local comment les filières qui prennent du temps à structurer peuvent aussi s'appuyer sur le plan de relance, peuvent s'appuyer sur France 2030 avec pour nous des gros enjeux sur l'éco-conditionnalité de ce qui a été présenté par le président de la République la semaine dernière, de se dire on parle de bois, on parle de forêt, mais on veut que la durabilité soit au centre des appels d'offres, des appels à manifestation d'intérêt qui verront le jour du coup pour ce plan France 2030. Et puis,
s'appuyer aussi vis-à-vis des outils sur des certifications comme la certification FSC, qui, pour cette certification FSC, puisse garantir une gestion durable des forêts. Donc, ça a été relevé, et donc forcément par le sujet et ce call, on voit bien par ce webinaire l'importance d'avoir une certification FSC, mais qu'elle puisse aussi se développer en France ou ailleurs. Et donc, il faut la demander. Donc, on a besoin de cette demande pour pouvoir au maximum développer cette certification avec, dans les appels d'offres, des phrases du type produit certifié, FSC ou équivalent. Donc, dans la pratique, pouvoir le faire. Et puis, des engagements politiques. On l'a vu pendant la campagne, notamment des municipales, puisque la ville de Paris est ici représentée, que Anne Hidalgo avait effectivement s'était engagée auprès d'ailleurs d'autres élus et maires européens en faveur du FSC aux côtés donc de ces maires sur la Seine. Et donc, ce premier axe, c'est le rôle des achats et de faire en sorte que ce soit un vecteur important de bonne gestion forestière. Le deuxième, c'est pour nous, VVF, plus innover pour bien gérer dans vos forêts, assurer une bonne gestion dans vos forêts. Donc, il y a 5 principes clés sur lesquels le VVF s'appuie particulièrement avec plusieurs ONG. On va vous mettre le lien aussi de notre publication dans le chat. On a pu structurer cette réflexion. 5 principes. Le premier est d'assurer une gestion multifonctionnelle qui valorise tous les services écosystémiques et écologiques des forêts. Le deuxième principe, c'est de mettre… Quand tu dis tous les services, on entend beaucoup carbone, c'est très important. Ouais. Tu dis tous les services. Je pense à la biodiversité aussi intrinsèque. Parce que tu es AWF, mais… De résilience. Voilà. Oui, parce que là, par exemple, on voit, on présente beaucoup dans le débat public le rôle des forêts en termes de puits de carbone et de climat, mais on le voit aussi sur d'autres aspects. J'ai beaucoup appuyé sur la biodiversité, également sur des logiques de résilience, qui a plein d'enjeux et qu'il faut absolument avoir en tête cette gestion multifonctionnelle et l'ensemble des services. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième, justement, je parlais de biodiversité, ça doit être au cœur de la politique forestière pour faciliter l'adaptation de la gestion. Troisième principe, c'est mettre les forêts et les forestiers en capacité de répondre aux enjeux de la crise climatique. Quatrième, c'est faire en sorte qu'on ait une association plus forte des attentes de la société pour pouvoir y répondre. Et puis le dernier principe, c'est comment on insère les forêts dans l'aménagement du territoire en considérant cette notion d'infrastructure verte de l'économie. C'est vrai qu'on entend beaucoup infrastructure grise. On voit qu'en termes de plan de relance, d'investissement, beaucoup est mis sur de l'infrastructure grise. Et donc, nous, on veut aller vers de l'infrastructure verte. Et il faut qu'on change notre logique aussi économique en termes de politique publique jusqu'au national par cette logique de considérer les solutions fondées sur la nature. Et donc, on l'a vu à l'UICN, on va le voir à la COP26 dès le début novembre, et puis on va le voir à la COP15 l'an prochain. Cette logique de solutions fondées sur la nature, elle est très proche aussi des questions de forêt. Et puis, troisième et dernier point, je l'ai moins entendu aujourd'hui, c'est la logique de solidarité. C'est-à-dire que la forêt, c'est un espace de vie, c'est un espace vital pour l'humanité, c'est un espace vital pour beaucoup de populations à travers le monde qui dépendent de cette forêt, 300 millions de personnes qui vivent dans ou aux alentours des forêts, avec 1,6 milliard de personnes qui dépendent de cette forêt. Et donc, comment on arrive à considérer que l'action des territoires et des collectivités, au-delà des besoins de consommation locaux, de l'achat, de la gestion forestière locale, dans le lointain, il y a cette relation et cette solidarité qui doit être trouvée jusqu'à la coopération décentralisée et aux politiques d'appui des collectivités. Je pense à des initiatives qui ont été mises en place, par exemple, par la ville de Paris, en lien avec Cities for Forest ou la conférence récemment de Paris sur le bassin du Congo. Et donc, la forêt, c'est aussi un enjeu de solidarité. Des populations dépendent de cette forêt. On a besoin de cette forêt et de ces populations pour pouvoir assurer la pérennité des forêts. Donc, bien penser dans la coopération décentralisée, dans des actions de solidarité, comment ça peut se faire en termes de solidarité ville-forêt à travers le monde. Un grand merci pour ces enjeux d'avenir. On voit bien qu'il y a du travail encore pour bien comprendre tous les enjeux, pour bien tout avoir cette vision systémique dont on parlait tout à l'heure avec Madame Attino. Merci pour ça. Monsieur Letissier, sur la suite, comment vous entrevoyez les choses à Paris? Est-ce que vous voulez dire quelques mots là-dessus?
peut-être notamment sur ce qu'indiquait Pierre Canet sur les choix à l'époque de la candidate à la ville de Paris pour la certification FSC. Est-ce que vous souhaitez dire quelques mots là-dessus? Oui, bah, j'étais très intéressé par l'intervention de M. Canet, parce que c'est vrai qu'il a bien montré effectivement à quel point c'était systémique ces enjeux du bois. Alors effectivement, je vous confirme que la maire de Paris, qui s'était engagée donc pendant la campagne municipale à faire appel justement en ce qui concerne les achats de la ville de Paris et tous les marchés, etc., du bois issu de forêts gérées durablement, notamment par rapport au label FSC, je peux vous confirmer que c'est bien le cas, et c'est ce que j'ai essayé de vous dire, de vous expliquer tout à l'heure. Effectivement, il y a aussi tout l'aspect diplomatie des villes dans laquelle la maire de Paris est aussi engagée dans des réseaux, on pourrait parler aussi du C40 ou ce type de réseaux qui sont des réseaux de villes, de métropoles engagées pour l'environnement. Qu'elle présidait jusqu'à il y a 2 ans, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. Où nous, en fait, comment dire, Paris est souvent présenté comme une ville extrêmement puissante, riche, etc. Alors, c'est vrai que c'est la capitale et tout ça, c'est une ville-monde, mais en fait, on est très fragile. On est très fragile parce que justement, notre écosystème est extrêmement urbain. Nous dépendons forcément de multiples importations de divers types de matériaux, de ressources pour pouvoir vivre. Et donc, en fait, on ne peut vivre que grâce à tous les territoires qu'il y a autour de nous, qui sont des territoires périphériques, territoires ruraux, semi-périphériques, je ne sais pas comment les classer, différentes typologies de densité, différentes places de la nature. Et donc, il faut aussi que nous, on prenne notre part plus globalement quand on s'engage pour les forêts. Voilà, nous, on n'a pas de forêt sur notre territoire, mais on fait partie de la même planète, et c'est très important d'avoir aussi ces combats en lien avec les ONG comme WWF France et d'autres. Donc, nous, on a aussi peut-être pour terminer un enjeu sur notre urbanisme, puisque les constructions en bois, c'est quelque chose qui est poussé, y compris dans notre nouveau plan local d'urbanisme. Vraiment, il y est fait référence de manière assez forte comme matériau de construction. Mais là, on se heurte, et je crois que M. Charon a commencé un petit peu à en parler, c'est les questions de pénurie aussi sur la filière en ce moment qui sont extrêmement problématiques. Donc, il ne s'agit pas juste de l'écrire, il s'agit d'être en capacité de le faire, et ça, ce n'est pas forcément gagné. Et puis, tous les enjeux en termes de réemploi, en termes de réutilisation de bois qu'on a, par exemple, dans nos équipements municipaux, dans nos écoles, dans nos équipements publics. Quand on a des opérations de rénovation, de reconstruction, il y a beaucoup de bois qu'on peut récupérer, de bois existants, et ça, c'est fait dans nos ateliers ici à la ville de Paris, dans notre service concerné. Il y a déjà beaucoup d'actions qui sont menées sur le réemploi, donc notamment du bois. Donc ça, il faut qu'on continue, bien sûr. Et même d'ailleurs des choses assez précises, hein, le réemploi des cagettes dans les marchés, si j'ai bien compris, il y a une réflexion jusqu'à cette précision-là à la ville de Paris. Merci beaucoup pour ces précisions. Bettina, comment tu vois les choses, toi, à l'avenir? Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir des conclusions aussi d'associations, d'ONG, pour nous donner un peu de perspective. Des fois, on est dans le quotidien. Comment tu vois les choses? Ça dépend. Je te laisse large, hein, tu vois, je te laisse libre. Comment je vois les choses, d'accord? Excusez-moi. Moi, j'aurais 3 remarques différentes, si vous voulez. Sur le plan de ce qui est le cœur du sujet des achats de bois, etc., et des achats évidemment durables, j'ai vraiment envie de renvoyer, ce n'est pas du tout pour faire de la pub à mes adhérents, mais WWF et vous, d'ailleurs, vous avez édité un très bon guide, je trouve, hein, qui dit à peu près tout. Moi, si je me place dans un premier temps sur la vie des collectivités, sous le contrôle des maires, bien entendu, moi, je pense que là-dessus, il y a 2 énormes problèmes. Le premier, c'est un problème de formation. Parce que les problèmes forestiers, c'est des problèmes assez complexes, assez spécialisés, où on a une espèce de vision, comment dirais-je, idyllique, c'est-à-dire que la forêt, c'est formidable, virgule, il faut la protéger, virgule, ça fait partie des espaces de biodiversité qui va nous sauver.
Et comment on fait? On replante beaucoup. Vous savez parfaitement qu'on a un énorme problème sur la compensation. On n'a pas du tout parlé de compensation, mais, parce que ce n'était pas l'objet du séminaire, mais planter n'importe quelle forêt, c'est aussi nuisible que planter n'importe quelle forêt dans n'importe quel endroit, c'est aussi nuisible que finalement pas en replanter. Il y a énormément. Ça peut. Il peut y avoir des bons exemples, mais c'est vrai qu'il y a un petit marketing de l'arbre planté qui devient potentiellement problématique parfois. Ouais. Voilà, il y a d'autant plus un risque que les espèces les plus fragiles sont celles qui poussent le plus vite, et ce sont des espèces qui ne s'adaptent pas. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y en a autour de la table qui savent ça beaucoup mieux que moi, mais c'est un sujet. Donc, si vous voulez, moi, ce que je pense dans les collectivités locales, c'est que ce n'est pas parce qu'on est adjoint au développement durable, etc., qu'on connaît bien les problèmes. Et parfois, dans les services, je ne parle pas des très grandes villes, bien entendu, ou alors des grandes communes forestières qui sont dans des départements très forestiers et tout, il n'y a pas forcément les compétences. Et je pense qu'il y a un problème à la fois de gouvernance et de compétences. Et pour reprendre le comité 21, ce qu'on essaye, nous, c'est de faire beaucoup de formations là-dessus, et on se rend compte que plus il y a de demandes de développement durable dans les collectivités locales, imposées par les schémas ou voulues par les citoyens ou voulues par les élus, plus il y a un immense besoin de formation. Je veux dire, on est en train d'accompagner 4 départements en ce moment que je ne nommerai pas. Alors, en plus, c'est amusant parce que les départements n'ont pas la compétence développement durable, mais tout le monde veut faire des schémas de développement durable. Et je veux dire, il y a quand même une demande tout à fait forte là-dessus. Donc ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que par rapport à tout ce qui est achat, c'est exactement la même chose. L'adjoint au maire de Paris a dit « Je suis en train de préparer un plan avec l'adjoint chargé des finances ». Bon, tout ce qui est achat, c'est finance, et tout ce qui est bois, c'est en clair développement durable ou agriculture. Bon. Et autant sur les achats publics, par exemple en matière alimentaire, en ce qui concerne le scolaire, ou bien en matière d'équipement et tout, c'est assez bien normé, autant les achats de bois, etc. Et donc le lien avec les fournisseurs locaux, il n'est pas toujours établi. Et en ce moment, en plus, vous avez quand même une crise importante du prix. Et donc, au niveau local, si vous n'avez pas des filières, comme le disait Maud et d'autres, qui sont bien organisées, bah, tout le monde sait que la Chine achète les chaînes, n'est-ce pas? Enfin, tout le monde le sait, ça, et donc il y a un sujet. Troisième observation sur les collectivités, je crois qu'il y a vraiment un besoin comment dirais-je, de plus de liens finalement entre les élus et les forestiers. Parce que chacun est un petit peu en silo. Très souvent, d'ailleurs, quand je vois dans certaines régions… C'est pas le cas du côté de la Normandie, apparemment. Hein. Oui, mais c'est relativement exceptionnel. Moi, ça m'a et du Grand Ouest, non plus. Ça m'a beaucoup frappé. Et d'Angers. Comment? Et d'Angers, effectivement. Oui, mais vous savez, Angers a tous les prix, enfin pas Angers, en tout cas le Val-de-Loire, vous venez d'avoir un prix là sur justement tout ce qui était achat et tout globalement, donc vous êtes très en avance, mais moi je pense à d'autres communes à d'autres régions qui sont des régions très forestières, hein. Je pense à PACA, je pense au Grand Est, en Gironde également, en fait, parce qu'en Gironde, qui évidemment, enfin dans toute la Nouvelle-Aquitaine, il y a beaucoup de régions extrêmement forestières, tout le monde pense aux Landes et à d'autres départements, mais il n'y a pas forcément ces échanges et ces espèces de tables rondes entre tout le monde pour bien maîtriser les choses. Et ça, il faut justement s'appuyer sur des benchmarks comme vous, en Normandie, ou dans la région angevine pour faire ce genre de choses. Donc, c'est un peu ça que j'ai, moi, comme perspective au niveau des communes. Au niveau mondial, je suis très sensible à ce qui a été dit sur les solidarités, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a peut-être un point en ce moment de sensibilisation
d'autant plus que les gens sont quand même de plus en plus sensibilisés ou angoissés sur le réchauffement climatique, il y a un point de sensibilisation par rapport aux forêts globales. Et on est, par exemple, complètement impuissant par rapport à ce qui se passe au Brésil. Je veux dire, ça, c'est clair. Impuissant, mais révolté, même si beaucoup d'ONG font beaucoup de choses, etc. Et on sent bien que c'est un danger absolument majeur. Le jour où, quand même, beaucoup de scientifiques ont alerté en disant que la forêt amazonienne était en train de ne plus être un puits de carbone, c'est quand même quelque chose qui est une alerte extraordinaire. C'est un peu gênant. Ce que je pense, Bettina, je te propose de conclure. Pardon, je te propose de conclure pour que Maud puisse prendre les dernières minutes qui nous restent. Et je voudrais parler d'une association aussi qui fait un travail formidable avec le travail sur l'empreinte forêt. Ça s'appelle Envolver et j'aimerais bien que Boris Patentreger puisse nous dire quelques mots en quelques secondes à la fin. Merci et pardon pour ça. Moi, je conclus totalement. Ce que je voulais dire, si vous voulez, par là, c'est que la sensibilisation aux situations forestières et aux achats durables, ça permet, c'est un extraordinaire, parce que tout le monde aime la forêt, c'est un extraordinaire vecteur de sensibilisation pour les problèmes globaux et mondiaux, et donc un facteur de citoyenneté écologique. Voilà. Je dis toujours, quand on va dans la rue, je suis quasi persuadé que quand on demande comment vous dessineriez la nature, on va avoir un arbre ou une forêt. C'est le symbole. Le premier dessin, quand on a pris chacun la plume quand on était tout petit, c'est papa ou maman, pour les gens qui ont la chance d'avoir les deux, virgule, la maison, virgule, et l'arbre à côté. Voilà, exactement. Maud, Merci. Comment tu vois les choses? Merci. Je vais aller assez vite parce que j'ai compris qu'on était limité. Nous, ce qu'on dit aux collectivités qui nous disent qu'est-ce qu'on peut faire demain, enfin évidemment pas pour des collectivités comme on a entendu aujourd'hui qui sont ou très avancées ou dont la taille permet d'avoir beaucoup de conseils, de services et des politiques plus anciennes, c'est un plan en 5 étapes. 1, participer à l'adaptation de la forêt, préparer les ressources forestières de demain. J'allais dire c'est un peu l'étape de base. On a aujourd'hui 20% des arbres qui sont affectés par des aléas. Il faut renforcer la résilience, notamment avec le réchauffement climatique. Il faut renouveler les forêts. Et donc ça, en tant que propriétaire, c'est un axe primordial et ça assure aussi l'avenir et les bonnes conditions. Ça évite ensuite les débats sur comment préserver les forêts en Europe. 2, il faut garantir une gestion durable et ça, on y participe en faisant le bon choix. Aujourd'hui, on a la moitié de la surface forestière qui bénéficie d'un document de gestion durable. Il faut faire les bons choix en matière d'achat et être prêt à les faire. 3, il faut revoir la consommation, celle des collectivités, j'allais dire, c'est la plus facile, mais aussi soutenir le changement de consommation, la transformation côté habitant. La durée de vie, papier, meubles ou construction, c'est plus ou moins variable et en tout cas, c'est jamais assez long. Donc, il faut pouvoir trouver les modalités, la substitution créée et les ressourceries, faciliter les autres filières. Il y a un objectif d'effort collectif. 4, il faut avoir à l'esprit la valeur. Bon, c'est quelque chose qu'on transmet, auquel on tient. Ce n'est pas juste la valeur, évidemment, comme en toute chose, ce n'est pas juste la valeur sur le marché, en fait, mais c'est aussi, je crois que c'est 970 € par hectare et par an l'évaluation des services rendus par la forêt. Donc, il faut vraiment avoir à l'idée ce chiffre parce que l'investissement qu'on fait en achat, que l'investissement qu'on fait en accompagnement, en changement de consommation, en non-utilisation, c'est un service qu'on rend à tous. Et là, quand tu dis valeur, j'ai envie de mettre un S en fait. Tu ne parles pas que d'économique. Enfin, là, non, évidemment que je ne parle pas que d'économie. Non, je ne parlais pas de la valeur sur un marché. Tu as donné un prix presque à la nature, mais finalement, c'est des valeurs environnementales, sociales, économiques, c'est les services écosystémiques aussi, voilà. C'est ça. Et 5, moi, j'appelle ça lutter contre les fausses bonnes solutions. Alors, on l'a évoqué sur la compensation, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut revenir et revenir sans arrêt. On ne compense pas n'importe où, on ne compense pas n'importe où, encore pire en Afrique. On ne détruit pas pour compenser. Enfin, ça, c'est vraiment absolument, j'allais dire, la fausse bonne idée d'il y a 20 ans ou 15 ans sur les questions climatiques qui ont été mis en œuvre par beaucoup, notamment d'entreprises et parfois les collectivités s'y sont engagées derrière en pensant que c'était la bonne idée. Donc ça voilà. Et après, c'est les fausses bonnes idées qui émergent aussi, genre le tout bois. Demain, on fait du tout bois, on fait quoi? On importe. Enfin, voilà. Donc, il y a une vraie balance.
Il ne faut pas céder aux effets de mode et ce n'est pas évident. Et pour ça, il faut, bien sûr, avoir un dialogue multi-acteurs comme vous avez fait aujourd'hui, mais comme on peut faire. Moi, je pense qu'on ne peut pas décider tout seul en collectivité. Il faut s'appuyer sur des experts extérieurs, des ONG. Il faut s'appuyer sur l'expérience et l'expérimentation. C'est ce que nous, on essaie de porter aux écomères. Évidemment, se tourner vers les collectivités comme celles qui sont présentes aujourd'hui. Il faut s'appuyer sur les experts professionnels avec les guides et donc échange d'expérience, des indicateurs, parce que mener des politiques sans indicateurs, ce n'est pas forcément savoir où on va. Et je pense que même si on commence petit ou peu, il faut absolument avoir des indicateurs à l'intérieur de sa collectivité. Et 3, valorisation des résultats pour faciliter, puis aussi pour faciliter l'échange d'expérience, mais aussi pour faire comprendre à la population que peut-être on construit moins, ça coûte plus cher, c'est des vrais choix, c'est des choix environnementaux. Et je pense que si on fait ça, on raccorde aussi une partie de l'opinion publique aux choix qu'on fait en tant que collectivité. Un grand merci, Maud. Tu es plus que concise et précise. Je vois que Boris, tu es arrivé pour nous dire 2 mots sur Envolver, le travail que tu fais, notamment l'empreinte forêt. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Vous pouvez tous le faire d'ailleurs. Je ne sais pas si tu as passé le lien, Boris, dans le chat. N'hésite pas parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant pour se rendre compte de notre impact sur les forêts, notre impact en tant qu'individu, pas collectivité locale, mais quand même, ça donne des choses. Boris, je t'en prie. Justement, j'allais justement parler de ce que l'on a fait sur les collectivités. Merci de me laisser ce petit temps. Je vais essayer de parler en 2 minutes. Plaisir. Et pour parler de résultats, parce que Maud a terminé là-dessus, et sur les résultats, les indicateurs. Et tu en as parlé aussi sur cet objectif de la SNDI d'être à 0 déforestation importée dans la commande publique en fin 2022. État, j'ai entendu État, peut-être pas commande publique, mais État, j'ai lu État. Le périmètre a varié, mais à la base, c'était la commande publique. Okay. Dans les documents initiaux et les réflexions initiales. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on a accompagné en fait, le gouvernement il y a de cela 3-4 ans pour estimer l'empreinte forêt des achats publics au niveau national. Et les résultats, c'est intéressant, indiquent que le bois et le papier constituent d'un côté la plus forte empreinte en surface, donc la dépendance de l'État, la plus forte surface, c'est donc pour le bois et le papier. Mais si on croise cette empreinte avec le risque de déforestation des matières premières, en fait, c'est d'autres matières premières qui passent devant, comme le soja dans les protéines animales, le caoutchouc dans les pneus, la commande publique achète beaucoup également de pneus, ou encore les biocarburants. Ce qui veut dire qu'en fait, et c'est vrai pour les commandes publiques, mais aussi pour les individus et aussi pour les entreprises privées, c'est qu'une politique cohérente sur les forêts, c'est de travailler avec le bois et le papier, bien sûr, mais aussi avec d'autres matières premières, vu que l'impact sur la forêt est vraiment transverse. Et donc, nous, en fait, on a désormais un travail en cours. On a déjà lancé un pacte 0 empreinte forêt avec justement, Madame Maud, 22 mesures et indicateurs qu'on propose de suivre pour justement arriver à 0 empreinte forêt. Et on souhaiterait justement pousser avec le cabinet de transition une collectivité pour montrer qu'il est possible d'arriver à 0 empreinte forêt au sein d'une collectivité. Donc ça serait vraiment intéressant de pousser ça au sein d'une collectivité. Et puis on travaille aussi avec le gouvernement pour travailler sur le référentiel empreinte forêt, c'est-à-dire que l'outil qu'on a développé au sein d'Envolver, de le rendre en tant que référentiel pour pouvoir mesurer en fait l'empreinte forêt de différents acteurs, un individu, une collectivité ou une. Quand tu dis gouvernement, c'est précisément avec l'AFD. Disponible. Quand tu dis gouvernement, c'est avec l'AFD, précisément, dans le cadre d'un appel d'offres de l'Agence française de développement que tu as gagné pour pouvoir développer ce projet-là, c'est ça ? Exactement, avec le comité scientifique et technique de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. Merci pour ça. On a tout petit peu débordé de 2 minutes, donc je comprends tout à fait. J'ai vu Monsieur Lotissier qui indiquait qu'il devait nous partir et c'est tout à fait logique. Simplement, pour conclure ces discussions, merci à tous les intervenants. Je pense qu'on a eu un niveau très intéressant en fait, à la fois sur ce qui se fait, les enjeux et ce qui peut se faire. On est dans un bouillonnement de culture là en fait sur ce sujet-là. Je crois qu'on va apprendre en marchant finalement tous sur nos améliorations et il faut s'inquiéter de l'état du monde, mais je crois qu'il faut avancer et avancer de façon collective. Je crois que c'est le message aussi qu'on s'est passé là. On voit bien que, et je suis content que ce chat ait bien fonctionné pour se passer tous les outils qui sont développés par les uns et les autres, qu'est-ce qu'on peut faire en fait et comment on peut utiliser quoi, etc. pour qu'il y ait cette vie, cet écosystème entre nous qui se crée, intervenants et aussi vous, collectivités locales qui êtes présents ici. Donc, merci d'être venus. Je ne vais pas synthétiser parce que de toute façon, ça serait impossible vu tout ce qu'on s'est dit. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer aux personnes présentes parce que j'ai cru comprendre que ça avait été demandé dans le chat,
la vidéo qu'on va aussi envoyer dans nos réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, qui est notre réseau institutionnel, évidemment. Et ça serait gentil d'envoyer le PowerPoint qui était très intéressant. Si Jonathan est d'accord. Jonathan, est-ce que tu es encore là? Tu en es d'accord? On va lui redemander. Et puis, on va faire un compte-rendu aussi, un compte-rendu synthétique pour qu'on puisse quand même avoir ces éléments-là qu'on va vous envoyer par mail également. Un grand merci à tous. L'étape d'après pour nous, FSC France, ça va être de voir ce qu'on fait de cette matière, pour tout vous dire, parce que comme l'indiquait Carole Fonta, notre présidente, on n'était pas encore dans une réflexion sur les collectivités locales, mais plutôt avec les entreprises privées qui ne sont pas contraintes par la réglementation sur les achats pour lesquels les collectivités locales sont contraintes. Donc, c'était peut-être de la flemme de notre part, mais c'était plus facile finalement, et ça continue à être plus facile, et on voit que les entreprises avancent sur ce sujet-là. Maintenant, l'idée, c'est qu'on travaille aussi avec les collectivités locales pour pouvoir vous appuyer, vous aider, trouver des solutions ensemble. Et je pense que Comité 21 et les Écomères, qui sont partenaires de ce projet-là, et WWF qui nous soutient, sont tout à fait, à mon avis, disponibles. Et je voyais Boris aussi, hein, qui a des idées de choses à faire. On va voir comment on va faire les choses. On va réfléchir un petit peu là collectivement après ce webinaire pour vous apporter les outils pour vous aider au mieux, pour que vous puissiez mettre en place ces stratégies, ces politiques et de plus en plus de choses très concrètes pour qu'on y arrive collectivement. Voilà. Merci à tous en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir.